On était grosso modo à Bonjour. Bienvenue sur Place aux joueuses. Moi, je m'appelle Rachel et je suis avec Anne. Et moi, je m'appelle Anne et je suis avec Rachel et on est avec Fougère. Salut. Voilà. On est là parce qu'on est content d'être là déjà. Ouais. On est, ouais. Ok. Et t'as perdu. Et puis j'ai perdu du coup, c'est moi qui ai introduit un peu l'émission. Qu'est-ce qu'on va faire sur Place aux joueuses? Alors Place aux joueuses, c'est une émission qu'on a déjà lancée un peu l'année passée sur le Discord. Et le Discord du Love Boat ouais. Pendant le confinement, donc pendant l'année passée et l'année d'avant déjà. On avait commencé en 2020. Ouais. Et je vais pas faire de blague. Et c'est bien, c'est gentil. Et du coup, cette émission, en fait, la première fois qu'on l'a fait, on a pris, je sais pas qui a eu l'initiative, mais tu as eu l'initiative et tu as contacté genre 6-7 000 meufs qui faisaient des trucs dans le milieu du GN et tu t'es dit en 2 heures, abordons tous les thèmes. Alors, ouais, 5 nanas, pas 5 000, mais de fait, par leur personnalité et leur expérience de jeu, elles représentaient quelque chose de très vaste. Et j'ai envie de dire, dans mon innocence de mon moi d'il y a 2 ans, je pensais qu'on pouvait faire une émission sur les nanas en GN et quelles étaient les spécificités du jeu, de la place, des dynamiques des femmes rôlistes. Et en fait, étrangement, ça a été un peu court. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va en refaire une autre. Et puis après, c'est devenu une mensuelle parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas, elles avaient pas mal de choses à dire. Je me permets parce que j'ai Jiggling Jujube qui dit c'est toi qui es vaste. Et que, voilà, alors, je vais pas la faire, mais je la pense très très fort. Est-ce qu'on peut activer le filtre sur les commentaires? Je filtre. Mais du coup, c'est vrai que du coup, cette première émission, elle avait commencé comme ça. Et tout de suite, après cette première émission, on avait un peu fait le constat du fait que, en tant que femme, on a un peu appris à ne pas prendre de place et à se mettre tout ensemble dans une toute petite boîte pour prendre le moins de place possible. Et en fait, de la qualité des discussions qu'on avait eues, ou juste de ce fait d'être invités tout ensemble et de se dire, mais chacune avait des trucs super intéressants à dire, on s'est dit, en fait, il faut prendre la place, ou se donner la place. Du coup, place aux joueuses. Du coup, place aux joueuses. Et l'idée, c'est que c'est place aux joueuses, mais à tout type de joueuses, pas juste les femmes orgas visibles qui sont sur ce fameux podium dont on a parlé, dont on reparlera. Pas juste les 6 qu'on entend tout le temps. Pas juste les 6 nanas qui ont le droit de parler dans le paysage GNistique belge, mais c'est dire, voilà, essayons de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas nécessairement et qui ne vont pas aller la chercher. Ouais. Parce que c'est très très compliqué d'aller la chercher. Et même sur Twitch, enfin, on a vu récemment, voilà. Dès qu'il y a une streameuse, la quantité d'abus en ligne qu'elle se prenne, enfin voilà. Donc c'est compliqué d'être une femme, c'est compliqué d'être une femme sur un espace qui reste un espace assez masculin, sur un espace en ligne où on est visible, vulnérable. Être une femme visible qui a des choses à dire, ça reste hyper compliqué et c'est quand même chaud que ça reste compliqué. Ouais, et ça m'amène un peu à cette question tout de suite de pourquoi nous, ici. Alors, peut-être on peut l'aborder, et je crois qu'on va devoir l'aborder en se présentant, parce que c'est clair que tout le monde ne nous connaît pas forcément, donc on va devoir aborder la question de pourquoi est-ce que nous, on est là. Mais avant de passer sur les présentations, j'aimerais bien du coup rebondir sur ce que tu dis, donc dire c'est en fait prendre la place, c'est se mettre en danger quand on est une meuf, aussi dans la communauté du GN. Et clairement, les femmes qui ont pris cette place ou qui prennent cette place ou qui sont juste encore là, parce qu'en fait, on pourrait juste mettre le curseur encore plus loin en disant les femmes qui sont là et qui sont restées, en fait, elles se mettent en danger d'une autre. En tout cas, c'est pas confortable comme processus. Elles s'exposent de manière assez voilà, c'est unique en fait. Du coup, place aux joueuses. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? On aimerait bien créer cet espace de discussion, d'accueil, où on parle de GN, etc. Créer cet espace, pas seulement pour s'entendre parler, parce qu'en fait, on s'entend déjà beaucoup parler, mais aussi pour inviter... C'est un réflexe, on parle trop. C'est vrai. Mais du coup,
on est légitime d'être là, Voilà. mais aussi pour pas que s'entendre parler et aussi pouvoir inviter d'autres joueuses ou d'autres femmes en fait, dans le milieu du GN qui font des trucs. Créer un espace dans lequel elles aussi peuvent s'exposer et avoir d'autres points de vue, d'autres expériences. Donc ça, c'est un peu l'intention derrière. Voilà, et je pense qu'il y a créer cet espace et il y a le partager. Et le partager pas qu'avec les femmes pour leur dire que c'est possible, mais aussi le partager avec les joueurs, avec les orgas, parce qu'il y a énormément de choses que nous, on sait, parce qu'on les vit. Et du coup, elles nous paraissent évidentes. Mais moi, j'ai quand même l'impression que plus on parle, plus on explique, plus on va aller dire, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'aller faire ça, à quel point, quand on fait des trucs comme ça, on se met en danger, on a des backlash tout le temps. Quand on fait ce type de rôle, c'est pénible, ça fait 50 fois qu'on nous propose. Quand vous faites ces blagues-là à la PN, c'est hyper lourd, ça fait 40 fois qu'on me l'a fait, cette vanne. Et du coup, je pense que partager aussi avec les gens qui ne se rendent pas compte de quel peut être le vécu des joueuses, des orgas, des PNJ, des streameuses. Et je pense que c'est une partie importante aussi. Il y a créer cet espace et il y a comment communiquer pour qu'on évolue ensemble. C'est-à-dire que pas que en tant que joueuse et en tant que... J'espère qu'en tant que communauté de joueuses, parce que c'est vrai qu'on sera plus forte si on est ensemble, mais aussi comment est-ce qu'on rallie une communauté de joueurs et d'orgas, quel que soit leur genre par ailleurs, pour qu'ils comprennent ces problématiques qui traversent les GN et qui traversent tous les GN. Ouais. Et c'est vrai que tu mets un peu l'accent là-dessus. En vrai, les joueuses prennent de la place pour se parler entre elles notamment, mais ce sont toujours souvent des espaces privilégiés dans les marges qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Moi, mon expérience de joueuse, c'est vraiment une expérience qui a commencé avec le syndrome de la Schtroumpfette. Donc, le syndrome de la Schtroumpfette, c'est le fait d'être la seule meuf dans un groupe de 20. Et en fait, autour de moi, il y avait beaucoup d'autres Schtroumpfettes, c'est-à-dire que les femmes étaient quand même relativement minoritaires dans les jeux que je jouais quand moi j'ai commencé le GN. Mais il y en avait, et il y en avait en moyenne 1,5 par groupe. 1 ou 2 par groupe. Moi, je faisais la demi. Et du coup, quand j'ai commencé, je voyais d'autres femmes qui étaient cool, qui m'avaient l'occasion d'aller les rencontrer, de parler avec, parce qu'on était toutes entourées d'hommes, en fait. Et donc, le moment où j'ai commencé à interagir avec d'autres femmes, c'est généralement dans des espaces qui étaient privilégiés pour ça, donc des espaces non mixtes. Et dans ces espaces, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup de savoirs qui se sont partagés, il y a beaucoup d'expériences sur lesquelles on a pu théoriser, discuter, etc. Et donc c'est ce que tu dis, il y a des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui parce qu'on a eu cette conversation 50 fois. Mais on ne se rend pas compte à quel point les autres ne ont pas eu ces conversations et donc ils n'ont pas eu ces expériences non plus. Ouais. Et quand tu parles des espaces autorisés dans les marges, ça me fait penser bêtement à une expérience d'urbanisme où ils ont repensé une cour d'école. Donc la cour d'école qui est occupée par le foot, et si tu veux jouer à l'élastique ou bouquiner ou faire une quelconque activité qui n'est pas masculine foot, tu es relégué dans les marges. Et en fait, il y a moyen de designer des espaces et des jeux qui sont mieux partagés. Et dans ces cas-là, quand les espaces sont designés de façon où on y réfléchit, où on prend en compte ces problématiques-là, où on ne va pas juste avec la norme, et ben finalement, on se rend compte que les garçons, ils jouent à l'élastique aussi. Et on n'est pas sur un monde à 2 vitesses, et ça commence à la cour de récré. Enfin, c'est ça qui m'avait frappé. Et dans les jeux, c'est terrifiant à quel point on fait tout le temps ça. Si on ne design pas les espaces et les espaces de jeu, en pensant justement à quels sont ces biais systémiques qu'il faut surmonter. Juste, j'ai ici Marianne qui demande si on peut donner plus d'exemples concrets. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va aborder par la suite ou... Des exemples concrets de quoi ? De Schtroumpfette ? Oui, de tout. Comme elle dit, pouvez-vous donner plus d'exemples concrets ? J'ai pas suivi les discussions sur Discord. Et qu'en plus, on a un décalage en chat. Et ce que j'entends, disons de tout. Des exemples concrets. Il y avait la cour de récré que je viens de donner. Oui. Voilà. Mais je crois que la cour de récré, c'est pas un exemple concret, mais en tout cas, je vais reprendre là-dessus. Effectivement, on pourrait... il y a parfois des gens qui disent la communauté du GN, c'est un peu une cour de récré avec les cool kids, etc. Ouais. Mais en fait, on peut carrément voir cette communauté de manière un peu plus peut-être abstraite, mais cette communauté comme structurée comme ça, quoi. Et il y a des espaces qui se sont créés
pour que les femmes se rencontrent notamment. Et si je veux un exemple concret, moi je peux un peu parler de Glaive, qui est une initiative à la base de proposer des cours d'escrime ludique en non-mixité féminine. Et ces espaces qui du coup étaient prévus pour se faire rassembler plusieurs femmes sont devenus aussi des espaces d'échange et de rencontres des femmes qui faisaient partie de groupes de GN différents souvent, qui se connaissaient de vue parce qu'elles faisaient toutes un peu, enfin voilà, elles s'étaient déjà croisées en GN, mais elles n'avaient jamais parlé time out ou même parlé timing, enfin elles n'avaient jamais parlé l'une avec l'autre, et notamment en plus de leurs expériences de jeu. Et du coup, ça c'est un des espaces qui a existé, et je crois que depuis, il y en a, enfin pas depuis, même avant, il y en a beaucoup qui se sont fait des initiatives juste de joueuses qui disaient allons voir King Kong Theory au théâtre ensemble. Moi je me souviens qu'on a été voir cette pièce, on était genre une quinzaine de joueuses de GN. Encore une fois, juste le bouche à oreille, et en fait il y avait une très grande disponibilité des joueuses qui disaient mais moi oui, j'ai envie de vous rencontrer. Et ça, mine de rien, créer des liens et aussi créer de l'accrochage à la communauté du GN. Parce que sinon, sinon c'est pas facile. Quoi. Et je pense qu'au-delà du syndrome de la Schtroumpfette, il y a aussi le fait que les personnages féminins, notamment dans tout ce qui est Medfan, dans les GN que je vais m'autoriser à appeler GN à papa. On va définir GN à papa et donner un exemple concret après. sont pensés comme étant... Donc voilà, en exemple pour Marianne, voilà, sur une faction de 20 joueurs, il va y avoir une femme et demie. Hein, comme Rachel le disait tout à l'heure, et leur jeu à elles va être un jeu qui va être en fonction. Elles vont être la mère d'eux, elles vont être la fille d'eux, elles vont être... Et du coup, elles n'ont aucune raison de sortir de la faction, d'aller faire des choses et d'aller rencontrer d'autres joueuses. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans un syndrome, pas juste de Schtroumpfette, mais aussi dans un test de Bechdel qui est raté complètement. Définir le test de Bechdel. C'est savoir si les personnages dans la fiction sont nommés et les personnages féminins sont nommés, combien il y en a, et est-ce qu'elles ont des relations entre elles qui ne soient pas liées à un personnage masculin. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une conversation ou est-ce qu'on parle et on remercie Stéphane de nous laisser la place sur Dimension Brumeuse pour parler entre nous. Tu vois. Si on ne faisait que parler de Dimension Brumeuse et à quel point Stéphane est cool de nous laisser la place de nous exprimer maintenant. Et à quel point Axel est gentil. Et à quel point Axel est merveilleux à la technique. Et ben du coup, on serait complètement en train de rater le Bechdel. Et du coup, il y a cette problématique-là que les quelques femmes qui arrivaient à soutenir l'ambiance bière main aux fesses des GN à papa, et j'en viens. Et on a tous un peu fait partie de ça. Ouais, après certains plus que d'autres. Le moment confession. Le moment confession, mais j'ai soutenu les GN à papa. Non, mais quand tu jouais en 91, tu n'avais pas... Quand tu commences, de toute façon, il n'y avait pas de chose. T'étais pas née. Tu étais née? Est-ce que tu étais née en 91? J'étais pas née en 91. Voilà. D'ailleurs, on dit 91 ici pour je travaille pour les Belges. Je sais pas moi. Bref. Sérieux. Anne, ça fait combien de temps que t'es là? Mais du coup, j'étais pas née. Non, mais attends, parce qu'elle est passée à New York à un moment. Donc en termes concrets, dans ces GN-là, voilà, tu es la joueuse du groupe et tu n'as aucune raison d'interagir avec la joueuse d'un autre groupe et c'est des mondes qui vous séparent. Ouais. Et les joueurs, ils sont très, très contents d'avoir une joueuse dans leur groupe et ils vont pas aller la prêter. Ouais, tu vois. Voilà. Donc, est-ce que c'est assez concret pour Marianne, ça? Elle ne va pas répondre tout de suite parce qu'il y a quand même un décalage. Donc, disons merde. que oui. De toute façon, je note des questions au fur et à mesure et je pense qu'on fera vraiment toutes les questions après. On va continuer déjà parce que ce qu'on voulait développer. Donc, ça ne répond pas tellement à pourquoi nous. Mais on n'a pas encore répondu à pourquoi nous. On a dit pourquoi place aux joueuses. Alors, moi, je suis la personne qui fait la structure. Une des personnes. Non. Je croyais que c'était avéré. Je veux bien, j'aime bien recadrer de temps en temps. Donc, effectivement, on a parlé de pourquoi place aux joueuses, pourquoi on prenait cet espace et qu'on voulait faire avec. Qui effectivement ne résout absolument pas la question de pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes là. Pour répondre à pourquoi c'est nous qui sommes là, il faudrait peut-être se présenter. Du coup, Anne, toi qui faisais déjà du GN en 91. C'était vraiment bas. Non, qu'est-ce qui vous arrive? Je fais que je répète. C'était vraiment bas. Du coup, Anne, toi qui faisais déjà du GN en 91, est-ce que tu veux expliquer d'où tu viens, qui tu es? Alors, avant de répondre à pourquoi tu es là, on verra ça à la fin. Mais je vais faire une demi-réponse à pourquoi nous. C'est parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle.
Parce que si on attend, les choses vont pas bouger. Et moi, j'ai l'impression justement d'avoir attendu assez longtemps de faire bouger les choses. Et oui, je fais partie des gens qui me... Tu sais depuis combien de temps je fais du GN, mon petit? Je sais déjà ça, t'étais pas née. C'est ça, des gens qui font de la merde depuis 30 ans, tu vois, ceux-là que tu vois et qui font oui, mais moi. Ben, j'en fais partie. Donc j'ai commencé le GN avant même le JDR en fait. Et j'ai commencé en France. Donc en 91, je pense que c'est pour ça. C'était vraiment en 91 parce que c'était en J'ai France. commencé vraiment en 91, c'est pour ça. Ouais. C'était complètement pour ça que je disais. Dans une association désormais défunte qui s'appelait Les Deux Tours. Et ils avaient une approche du GN très moderne. C'était pas du tout justement du mettre fan de faction, c'était très sur les interactions individuelles, c'était très sur le replay. Bon, il y avait du 6 magique, hein, mais pas trop. Pour 91, il n'y avait pas tant de 6 Il magiques n'y avait que pas ça. tant que ça, je veux dire, et du coup, Le 6 il y a magique. des annonces, tu vois. Ah, c'est Les oui, annonces ok. en combat. Bonus. Ok. On tapait à demi. La belle époque. On tapait à demi. Les gens rigolaient et le temps qu'ils se rendent compte qu'ils avaient pris 3 points quand même. Il fallait faire des calculs mentaux et tout. C'est ça, non. Voilà, donc il n'y avait pas trop ça, mais il y avait quand même pas mal ça. Hein. C'était, on avait du PVC, voilà. Les fameux monstres de GAFA, ce genre de choses. C'est ça, des armures de matelas de sol. Ouais. Okay. Donc la belle époque. La On belle a l'image en époque, tête. voilà. Hein, Voilà. moi j'ai des images, ben, je ne les montre pas. Hein. Et puis je suis arrivée en Belgique en 96. Je traduis parce que j'arrive en Belgique. Et j'ai fait 2-3 gènes, j'ai fait les 2-3 premiers arcanes. Et là, je me suis rendu compte que voilà, ce jeu-là de faction, sans doute plus gaming, plus basé sur les objectifs de faction, tout ça, ça ne me correspondait pas plus que ça. Et donc, j'ai un peu arrêté. Et puis j'ai repris avec Total Gen, avec les joueurs Total Gen, qui eux proposaient de nouveau ce type de jeu très basé sur RP, l'interaction, pas ou peu d'annonces, donc des trucs beaucoup moins objectifs gamistes. Et je pense que je suis une narrativiste dans l'âme. Et puis après je suis retournée jouer en France, voilà. Et puis je suis devenue orga un peu par hasard sur Outre-Terre. Pour quelqu'un qui n'est pas très maslarp, ça se posait là. Hashtag j'ai soutenu les GN à papa. Hashtag j'en ai fait. Non, pour moi, Outre-Terre, c'est pas un GN à papa. Okay, mais j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc humainement, ça a été intense, mais riche, mais intense, mais riche. Et puis là, je me suis plus impliquée. Puis après, j'ai créé la page Ni pute ni soigneuse. T'as créé Ni pute ni soigneuse après avoir été orga Outre-Terre? Pendant que j'étais orga Outre-Terre, parce qu'on m'avait proposé pour la 8e fois un rôle de maquerelle ou de pute, et j'ai fait sérieusement, vous avez rien d'autre à proposer à une nana, quoi. Et par lassitude, vraiment. Hein. C'était par dépit. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est une problématique qui m'apparaît de plus en plus. Et puis j'ai rencontré des femmes extraordinaires, et puis ça m'a donné envie de faire quelque chose, quoi. Ok. En gros. Voilà. C'est quand même intéressant parce que je crois que Ni pute ni soigneuse, c'est quand même une grosse page dans le paysage belge du GN, quoi. C'est une page que je crois beaucoup de gens connaissent. Enfin, quand même, non? Oui. Je trouve que c'est quand même une grosse page. C'est une influenceuse, on le sait. Mais il n'y a que Cora qui est influenceuse, pour de vrai. Mais c'est marrant parce que ça a vraiment, tu te dis, c'est vraiment commencé par dépit, quoi. Genre, mais pour de vrai, j'ai commencé ça un soir de ras-le-bol en disant... Il était 2h du matin, il était 2h du matin, j'avais mon verre et on m'a dit, tiens, tu veux pas jouer de maquerelle? Et je fais, sous prétexte que j'ai passé l'âge d'être pute, on me propose maquerelle, super. Ça aurait pu s'appeler Ni pute ni maquerelle. Oui, sauf que du coup, ça faisait pas le mauvais jeu de mots avec l'association que vous devriez tous soutenir, Ni pute ni soumise. Mais voilà, c'était un mauvais jeu de mots, un soir de déprime, vraiment, il n'y a pas de... Ouais. Au début, j'avais pensé à soigneuse comme quelqu'un qui n'est pas soigneux, et du coup, j'avais pas du tout compris ton... Mais ça, c'est encore un autre problème. Après, voilà, c'était pas quelque chose qui avait vocation de devenir pérenne ou de devenir... un vrai médium dans lequel je me donnerais du mal pour écrire
Des trucs. Des vrais trucs. Et puis alors maintenant, ils ne sont plus de notes, alors j'écris plus du tout. J'ai plein de brouillons. Ouais. Mais ça n'avait pas particulièrement vocation à devenir quelque chose. C'était juste voilà, un soir de blues de il n'y aura pas de lendemain qui chante pour les femmes en GN. On me propose encore des rôles de maquerelle. Quoi. On en est encore là. Il y avait un petit côté comme ça. Et on n'est même plus en 91. C'est ça, et on n'est même plus en 91. Cette fatigue en 91 quand même. Voilà, et il y avait vraiment de ça. Quoi, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Bah, oui, et moi je crois que... Après, ça fédérait des chouettes choses, Niput. Oui, moi, je rencontre plein de gens sur Niput que je ne connais pas. Je veux dire, il y a les 2/3 ou voire 3/4 des gens qui sont sur Niput qui sont des gens que je ne connais pas. Ce qui est énorme dans une communauté géanistique. Et il y a des gens que j'aime beaucoup de là qui réagissent, qui interagissent régulièrement. Je leur réponds, on papote, on s'engueule de temps en temps. Mais c'est chouette. On reste sur Facebook après tout. On reste sur Facebook, là. Ouais, mais après, des fois, il y a des moments, tu vois, je suis Orgaragna. Alors, j'avais fait un hashtag un jour, j'ai pris une shitstorm. Il y a des moments, je suis Orgaragna. Non, mais il y a des moments, hashtag je suis Orgaragna, où il y a des trucs positifs, et puis il y a des moments où je râle sur Ragna, sur la sécurité émotionnelle. Donc, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Bon, regardez, je tourne le dos depuis tout à l'heure, c'est hyper malaisant, quoi. Tu peux faire l'autre moitié d'émission. Non, mais c'est pas grave parce qu'il y a une partie du temps où je suis tournée vers là. Donc honnêtement, c'est pas très grave. Tu me tournes le dos aussi, oui, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ok, ça va. Donc, alors, si on parlait d'autre chose maintenant, voilà, moi c'est bon. Moi c'est bon. Ça c'est fait. Donc du coup, je te propose Rachel. Toi qui m'as balancé sous le bus. Il fallait qu'on passe par là. Je suis sûre que tout le monde est très content de te connaître mieux. Tout le monde sait maintenant plein de choses personnelles sur toi qui ne sont pas sur Ni Pute Ni Soigneuse. Donc, moi, j'ai appris des trucs. Bah, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ok. Le public ne se prononce pas pour l'instant. Personne n'a l'air plus content que ça. Donc, Enchaînons. Rachel, que fais-tu là? Pourquoi toi? C'était dit de manière extrêmement solennelle. Alors je vais ralentir mon débit parce que je suis un peu émue par la proposition. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, moi, j'ai pas commencé le GN en 91 parce que je n'étais pas née. Du coup, j'ai commencé plus tard. C'est un peu ma running gag, j'arrête quand tu veux. Non, vas-y. Donc je suis née un peu plus tard. Je vais tellement chercher. Et moi, j'ai appris l'existence du GN quand j'avais 8 ans. C'est avant moi, par contre. Oui, donc pour le coup, je suis plus précoce à ce niveau-là. Mais j'ai mon grand ça faisait frère... déjà 8 ans que tu faisais du GN. mais j'ai mon grand frère qui m'a un jour dit hey, dis Rachel, tu connais Avatar? Et moi, j'avais 8 ans, je connaissais rien de la vie. Du coup, je lui ai dit bah non. Et puis il m'a dit ouais, Avatar, c'est des gens, ils vont sur un grand terrain vague, et puis pendant plusieurs jours, ils construisent une ville. Et puis bah, ils montent des campements et tout. Et puis après, pendant plusieurs jours, ils vont incarner des personnages dans cette ville. Et on appelle ça des rôlistes. Et moi, j'avais 8 ans et j'ai décidé que c'était le truc le plus cool au monde et que plus tard, je voulais aller à Avatar et devenir une grande rôliste. Ça, c'était mon objectif de vie. Du coup, j'ai un peu guetté les rôlistes pendant très longtemps, je les ai cherchés. J'ai rencontré des vrais génistes en chair et en os pour la première fois de ma vie quand j'avais 15 ans. Je sais plus en quelle année ouais, tu cherches pas bien. T'avais pas pris la compétence. T'as pas beaucoup de contacts. Donc, il faut d'abord avoir le contact. Je prends le train toute seule, je rencontre des gens qui font pas partie de mon école et tout. Enfin, bref. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai rencontré des vrais génistes. Et donc là, j'ai mis un pied dans cet univers et j'ai plus jamais lâché en me disant c'est le truc le plus cool du monde, je veux faire du jeu de rôle, quoi. Alors évidemment, j'ai commencé avec un tout petit groupe, un tout petit GN qui était assez isolé dans la communauté du jeu de rôle belge. Donc j'ai via ce GN-là rencontré les gens qui faisaient d'autres GN. Alors je les ai suivis sur d'autres GN. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des gens qui faisaient Avatar. Alors entre-temps, j'avais appris qu'Avatar n'était pas l'expérience de GN que moi je m'étais imaginée quand j'avais 8 ans. J'ai eu beaucoup d'anecdotes de gens qui disaient oui, bon, Avatar, c'est quand même un gros barbecue, tout ça. Mais moi j'étais là en mode non, c'est mon rêve, je vais y aller. Du coup, donc voilà, j'ai fait quelques GN entre 15 ans et 17 ans, et puis à 17 ans, j'ai enchaîné les deux en fait. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à faire les deux Maslar, donc Ragnarok et puis Avatar. J'étais euphorique, quoi, vraiment, c'était l'année où je me checkais, moi, quand j'avais 8 ans pour réaliser mon rêve.
Et c'était super. Tout le monde était super gentil avec moi. Les gens, ils m'invitaient tous à boire des bières dans leur faction. Je pouvais rentrer partout. Tout le monde, il voulait m'offrir du roleplay. Voilà, c'était super. Et en même temps, j'avais un genre de petite idée dans le coin de ma tête en mode les gens sont quand même vraiment très gentils. C'est bizarre. Donc c'était un peu voilà, étrange. Après, j'ai eu genre 200 mecs qui m'ont rajouté sur Facebook en mode c'était vraiment cool de jouer avec toi. Donc là, j'ai fait une dépression. C'était compliqué. Voilà. Après, donc, je me suis retrouvée dans ce que c'est quand même de manière un peu réaliste la communauté du GN. C'est le reality check ouais, le reality Sarah, check un quoi, peu, ouais. voilà. Donc c'était super, j'ai réalisé mon rêve, mais après ça, je me suis quand même retrouvée dans des groupes qui étaient quand même bien dysfonctionnels d'un point de vue sexisme, avec des remarques machistes, avec enfin voilà, des enjeux de pouvoir qui étaient vraiment pas chouettes. Voilà, j'ai un peu navigué ça, j'ai failli arrêter de GN après 1 an. Donc 1 an après avoir fait les maslarps de mon rêve de toute ma vie, j'avais vraiment tellement perdu confiance en moi. Aussi, j'avais réalisé que en fait, j'avais l'impression de plus savoir faire de roleplay. Parce que j'arrivais plus à jouer un personnage qui n'était pas moi. Parce que tout ce que je faisais en jeu, j'étais consciente qu'il fallait que je l'assume time out parce que les gens allaient l'assumer time out. Enfin, il y avait un peu ce truc de je peux pas jouer une histoire d'amour avec quelqu'un parce que le mec il va croire que c'est time out. Donc je peux pas jouer ça. Je peux pas être trop sympa avec cette personne. Mon personnage peut pas être trop gentil, trop enthousiaste, trop souriant parce que tout ce que je vais devoir faire, on va le rapporter à moi time out. Donc finalement, je réalisais que je pouvais juste jouer moi avec mes barrières habituelles Voilà. dans un univers de jeu. Et je suis en mode, mais en fait, je sais plus faire de jeu de rôle, je sais plus faire de roleplay. Donc j'ai vraiment perdu confiance en moi et je me suis dit, en fait, je vais arrêter là, en gros. Oui, à la 8e fois où tu joues de Maquerelle et les gens finissent par te renvoyer cette image-là, il y a un moment où tu fais, bon, bah, j'arrête. Ouais. C'est ça. Et j'imagine qu'en jeune première, c'est encore pire. Bah, voilà, c'est un peu le même enfermement en tout cas. Ouais. Puis ça a été super, parce que j'étais un peu coincée, je m'étais dit, allez, je m'étais déjà engagée à faire PNJ sur Wild Dust. Et je me suis dit, je fais PNJ sur Wild Dust et puis j'arrête. C'est le dernier engagement que j'ai pris. Et puis à Wild Dust, c'était le premier Wild Dust. J'ai eu une expérience trop chouette. J'ai joué avec plein de joueurs qui étaient hyper bienveillants, qui m'ont vraiment offert du jeu. Et je me suis dit, c'est peut-être pas... C'est pas lié, peut-être le problème, c'est pas le jeu de rôle, peut-être le problème, c'est pas ma faculté de faire du roleplay, peut-être que le problème, c'est juste les gens avec qui tu joues et trouver des cadres suffisamment sécurisants et chouettes pour jouer. Donc je me suis dit, ok, bénéfice du doute. Puis après, j'ai fait 1 ou 2 autres GN, notamment Influence, de Influence ASBL. Et là, vraiment, j'ai eu genre 2 expériences de GN qui étaient tellement cool et qui correspondaient enfin tellement à ce que moi-même je m'étais fantasmé de ce que c'était le GN. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est trop cool. Comment j'ai pu laisser des comportements chiants, finalement, saper mon confiance en moi et saper mon envie de faire du GN alors que c'était le truc de ma vie, quoi. Donc voilà, je suis encore là aujourd'hui. C'est beau. C'était le petit moment, le moment conte qui finit bien de la soirée. Et les gens sont en train de demander à ce qu'on mette un fond feu de bois pour la prochaine fois. Hein, donc voilà, Et attends, on fera ça pour les histoires de Tati Saki. Oh on invitera. Mais donc voilà, je suis encore là parce que je suis devenue féministe entre-temps. Et en fait, ça aide, c'est hein. un truc que j'ai réalisé quand même, c'est que... Donc moi, j'ai commencé le GN en étant relativement jeune. Et en fait, quand j'ai commencé, il y avait d'autres personnes autour de moi qui avaient aussi 17 ans et qui étaient aussi la seule meuf de leur faction. Et en fait, j'ai souvenir de 5 personnes qui ont commencé un peu en même temps que moi. Et il y en a genre 3 qui ont disparu du milieu du GN, qui ont arrêté. Il y en a une qui a arrêté pendant une période, mais finalement qui est en train de revenir. J'en suis très contente. Et puis les seules qui restent, elles sont devenues féministes en fait à un moment donné. En fait, t'as pas d'autre choix. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu tellement le choix si je voulais continuer à jouer. Soit je devenais féministe, soit je continuais, on en reparlera après, à bouffer de la misogynie intériorisée à tous les repas. Parce que voilà, sinon tu survis pas dans ce milieu. Même hein. avec un repas par jour, ça fait beaucoup de misogynie. Ça fait quand même beaucoup de misogynie avec un repas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais du coup, après ça, je me suis accrochée au GN. Je crois que j'ai un peu... Ma manière de faire ma place dans le milieu du GN, ça a été un peu de surperformer, comme beaucoup de gens font.
Moi, une des manières dont j'ai fait ça, c'est un peu par l'escrime ludique aussi. Donc je me suis beaucoup entraînée et voilà. Et en fait, je me suis aussi beaucoup investie hors jeu dans la fédération. Enfin bref, j'ai pris des places à la fois hors jeu et en jeu qui me donnaient des postures de légitimité qui ont fait que progressivement j'ai eu aussi une place plus confortable en milieu du GN, parce que les gens me connaissaient, parce que les gens me respectaient, parce que les gens voyaient mon travail ou voyaient voilà, mes compétences. Et donc je me suis fait une place confortable. Alors moi, si tu permets, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir dû surperformer ou est-ce que tu as eu l'impression de devoir adopter des comportements et des postures plus masculines ou en tout cas à taire une féminité attendue? Je sais pas si c'est forcément plus masculin, mais en tout cas, j'ai... Tu surperformes en combat, tu vois. Enfin, dans le sens que j'ai dû... genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen d'avoir une posture juste genre je suis là, je m'amuse, enfin, genre juste participer, c'est pas possible en fait. Donc si t'es là, t'es obligé de genre soit vendre du rêve ou tout donner, ou enfin t'es obligé de vraiment investir beaucoup de toi-même et voilà, enfin pour vraiment surperformer pour avoir le droit d'être là, pour avoir une reconnaissance minimum quoi. Sinon on va partir du principe, enfin moi je l'ai senti très fort que le bénéfice du doute, il n'existe pas quoi. Par défaut, on considère que tu sers à rien, que tu es juste jolie, que tu es juste là pour autre chose. Et donc, obligé de prouver que non, je suis une vraie rôliste, je suis vraiment là pour ça, je suis vraiment impliquée, j'aime vraiment le jeu de rôle, et d'être obligé de montrer ça pour pouvoir juste être là en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux juste être là, mais j'ai dû convaincre tout le monde pour avoir le droit de juste être là. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça passe beaucoup par faire des démonstrations de qualité, de caractéristiques dites masculines de cette surperformance. Bah, c'est jouer dans la hiérarchie voilà. En tout cas. C'est jouer dans la hiérarchie, c'est ouvrir sa gueule, c'est... Mais voilà, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est aussi une question d'âge. Oui, et puis je crois que... Enfin moi je crois qu'il y a des stratégies différentes. Toutes les stratégies sont coûteuses. Mais moi, les stratégies que j'ai occupées, c'est ça quoi. Et du coup aujourd'hui je suis là, moi je suis confortable et je suis très touchée, j'ai vraiment à cœur le fait que moi je réalise par exemple qu'on me fait plus chier en GN. En GN quand je joue dans la communauté belge qui me connaît. Parce que ça c'est un point. Mais en tout cas en GN je rencontre plus beaucoup de comportements on va dire enfin bon, je rencontre encore parce que là je suis en train de me contredire, je pense à ce qui s'est passé récemment, mais en fait je rencontre moins de comportements chiants qu'avant. Par contre, je constate que toutes mes copines, toutes les meufs qui font du GN autour de moi, etc., en rencontrent encore beaucoup. Et donc moi, ça m'a donné beaucoup envie de lutter pour que la place confortable que j'ai aujourd'hui, il faut l'étendre en fait. Et j'ai envie de l'utiliser pour que ça puisse bénéficier à d'autres aussi. Quoi. Et ça pose la question de ce qu'on tolère dans la communauté, ici, par rapport à d'autres communautés qui sont peut-être moins problématique ou moins systématiquement problématique. Ça pose la question aussi du type de GN. Tu as dit toi-même, entre Avatar et Wild Dust, tu as eu des expériences de jeu, notamment des interactions masculines très très différentes. Donc c'est pas juste une question de toi, c'est une question de dans quel environnement est-ce qu'on évolue et dans quel environnement on est amené à évoluer et comment on pose derrière des choix une fois qu'ils sont informés. Sauf que quand tu commences, tu n'as pas l'info. Oui, et c'est clair que mon investissement dans la communauté de GN a beaucoup été dans la direction de comment changer l'environnement pour que l'environnement soit plus safe, plus sain, plus confortable. Plus accueillant. Ouais. Ah. Je me dis, ce serait quand même vraiment bien de pouvoir entendre aussi qui toi tu es et qu'est-ce que toi t'en es de là en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait avec nous. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Moi c'est intéressant de vous entendre parce que je suis un peu l'exact inverse de vous. Déjà je suis au milieu, c'est-à-dire elle ça fait 30 ans, moi ça en fait 15. Donc, moi ça en fait 11. Ouais. Mais j'ai commencé jeune. Bref. Non, c'est surtout que... Alors moi j'ai commencé d'abord par le jeu de rôle. J'ai découvert ça avec des potes au lycée. Déjà, premier truc intéressant, c'est que je suis arrivée en Belgique donc dans une école d'art où j'entends que des potes font du jeu de rôle. Donc je fais, vous voulez pas m'accueillir? Il faut, non, on prend pas de filles à notre table.
C'était en quelle première année approche. Quelle année? Là, j'avais 21 ans, donc je sais plus, j'ai pas envie de compter. Mais, Mais il n'y a pas assez mais longtemps. ça fait 15 ans, quoi. Donc, et un petit peu après, bon, j'ai quand même fini par trouver des tables, par trouver du GN. J'ai commencé le GN, j'ai tout de suite accroché. Mais alors moi, vous parliez tantôt de misogynie intériorisée, 2000% dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs dont je me rends compte aujourd'hui que c'est du sexisme, mais je suis encore obligée d'ouvrir les yeux parce que pendant très longtemps, bah, j'ai été le pote rôliste. Ouais. Donc pas une rôliste, mais bien un rôliste. Et ça m'allait très bien. Je crois que c'est Juste Nérine tantôt qui parlait du fait que vu que tu es entouré de mecs, tu as besoin de prouver que tu es aussi bien qu'eux. En tant que femme dans un milieu d'hommes, tu dois prouver que tu es à la hauteur. J'essayais pas particulièrement de le prouver, en tout cas pas de façon consciente, mais clairement, je me moquais des petites gonzesses avec des jolies petites I'm tenues, not one of etc. them, ouais. Voilà. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels, comme je disais, j'ouvre les yeux maintenant, c'est-à-dire que je découvre un peu tout ce qui est féminisme. Je me suis toujours dit féministe, mais j'avais pas forcément les outils pour voir les choses, pour les comprendre. Et du coup, entre autres par l'émission l'année dernière, j'ai déjà découvert, redécouvert ou vu des choses que je n'avais pas forcément vues. Et voilà, et donc je pense que c'est intéressant parce qu'à côté de ça, donc j'ai continué le GN, j'ai commencé à en organiser, là je commence à en avoir organisé pas mal. Il y a encore, c'est quand même relativement rare parce que je prends de la place, mais il y a quand même encore des gens, là pour ces 2 points qui est un GN que j'organise, des gens qui ont remercié Stéphane pour l'organisation, alors que je l'ai créé quasiment de A à Z. J'exagère un peu, Stéphane m'a largement aidé. Mais c'est lui qu'on est allé remercier et tu fais... Et là, ça fait mal juste Ouais, là. voilà, vous êtes mignon. Voilà, mais donc j'ai une approche très différente de la vôtre, mais qui finalement se recoupe et qui est intéressante aussi, parce que non, tout le monde n'a pas grandi, ou en tout cas n'a pas évolué avec le même bagage de réflexion féministe. Et c'est intéressant de le voir en fait sous tous les aspects, je pense. Sous tous les aspects. Sur tous les aspects, sur tous ces aspects de j'ai grandi, j'ai évolué avec une vision féministe, ou au contraire je la découvre maintenant, et comment ça permet de voir les choses différemment, quoi. Oui, mais qu'on soit d'accord, moi, j'ai fait 20 ans de GN sans me poser la question, en étant très contente de ne pas être une de ces filles-là. Ok, oui, non, j'avais l'impression que ça faisait vraiment des non, années non, que tu non, maturais non. toutes ces idées. Alors, j'imagine qu'elle maturait quelque part. Il y avait des miasmes, ça a sédimenté. Il y a un truc Ça a qui s'est confié. fait dans la vase, ça a confié dans la vase. Il y a eu un truc. Mais toi, tu as pu commencer en n'étant pas une de ces filles-là. Comment tu as commencé en n'étant pas une de ces filles-là? Moi, j'ai commencé en étant un pote. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais positionnée comme pote, ouais. Comme pote, Et voilà. il y a une vraie Et du coup, différence. mes blagues étaient pires. Mais il y a une espèce de socialisation. J'étais plus bruyante que les mecs. Je faisais des blagues plus crades. Enfin, voilà, il y a une espèce de truc. Mais du coup, tu avais déjà ces rapports de pouvoir à l'intérieur de ton groupe de potes qui t'as pu rentrer dans la communauté du GN avec ton groupe de potes, quoi. Et je crois que c'est ça une des vraies différences. Enfin, moi, je suis rentrée avec des potes, je ne suis pas rentrée par un petit ami Ouais. ou quoi que ce soit. Et voilà, quand tu rentres comme fille seule, ouais. tu as intérêt à savoir avec qui tu rentres et avoir... Moi, je suis vraiment rentrée comme une fille seule. C'est Et chaud, en fait, hein. j'ai un peu subi tous les mécanismes qui sont liés à ça. Moi, je suis rentrée comme une fille seule. Du coup, je me suis fait des potes et j'étais un d'eux. Ouais. Parce qu'en tant que fille, et j'étais pas beaucoup plus âgée que toi, j'avais 16-17 ans, c'était vachement casse-gueule de rentrer comme fille seule, célibataire. Enfin, Oui, tu vois, non, mais c'est ça, l'enfer total. Tu vois, il y a 5 filles sur 200 joueurs, il y en a 3 qui sont avec leur mec, il en reste 2. Fou, t'es une des deux. Tu la pression, Et c'est l'enfer. l'offre et la demande. C'est ça. La main régulatrice, elle n'est pas là. Hein. Ah bah, Mais un truc qui est quand même marrant, c'est que du coup, moi, j'ai passé quand même plusieurs années à me faire une place, quand même bec et ongle dans la communauté du GN pour je nous regarde en différé. pour avoir une place. Et aujourd'hui, comme je dis, en Belgique francophone, dans la communauté dans laquelle j'ai l'habitude de jouer, etc., généralement, ça va. J'ai une genre de réputation qui me précède, qui fait que les gens me traitent bien par défaut. Mais un jour, je suis allée faire un GN en Flandre. T'as un fame status. Oui, mais j'ai pas j'ai fait une status en Flandre, France, ouais. en Flandre, pardon. Et donc j'ai fait un GN en Flandre, qui était un GN international en anglais, avec des joueurs que je connaissais quasi pas.
Et j'ai goûté à nouveau à ce goût d'être la petite nouvelle, qu'on traite comme la petite nouvelle. J'ai trouvé ça incroyable parce que c'était vraiment... Moi, j'avais plus du tout le même regard sur la Est-ce que communauté c'est un des gène jeunes. Tu étais là aussi. J'étais là aussi, c'est T'as celui-là. fait Voilà. une idée aussi. Et voilà, moi j'ai eu une autre expérience à Oui, ce non, jeu-là. je sais pas, Et mais- voilà. Mais c'était intéressant parce que genre, j'ai arrivé sur ce GN, donc comme je jouais seule, moi j'ai osé faire un jeu qui était vachement... Enfin, j'étais à l'aise quoi, dans mon rôle et tout, je savais ce que je proposais. Et genre, à la fin du jeu, il y a plein de gars qui sont venus me parler en me dévoilant un peu leur CV, en mode... Moi, je suis la personne qui possède le nom de domaine de Flandre.larp, j'en sais rien. Moi, je suis orga sur tel méga GN en Flandre. Moi, j'ai déjà fait du jeu de rôle international. Et vraiment, j'étais là en mode, moi aussi, j'ai déjà fait du GN international et moi aussi, je suis admin de la fédération belge, tu vois. Enfin, Donc, en fait, ça m'impressionne pas et surtout, j'ai pas besoin de ton CV pour devenir quelqu'un dans la communauté parce qu'en fait, je me sens déjà quelqu'un. pas besoin de ça pour interagir avec C'est moi. ça. Et la réciproque devrait être vraie. Oui, mais là, je sentais vraiment, je voyais ces perches qui étaient tendues vers moi et je me disais, ah, c'est ça qui se passait quand j'étais jeune et que j'avais pas de code dans la communauté du GN et que j'étais en recherche d'infos, de statuts, de validation, etc. Et de voir ça, mais avec le regard de quelqu'un qui en a plus forcément besoin, c'était intéressant, quoi. Je me suis vraiment dit, ah oui, c'est ça qui se passe quand tu es une nouvelle joueuse toute seule et que les gens essayent de t'utiliser comme drapeau. Quand tu es une nouvelle joueuse toute seule, Apparemment, on a perdu le micro de Anne. Oui. Tu es Attends, confronté. je m'en pose une seconde. Pardon. Non, c'est bon. Bon. Non. T'as perdu le micro, quelqu'un ? Le micro de Anne. Ah, bah, pardon. C'est pas moi. Revenu, c'est bon. Sur le même GN, quand tu es une nana qui débarque seule de plus de 40 ans, mais que tu estimes devoir prendre ta place aussi sur un jeu très différent du tien, mais prendre ta place aussi comme seule représentante d'un continent qui a toutes les solutions du jeu, tu te prends une animosité monstrueuse. De quel droit ? Ok, ouais. De quel droit ? C'est ce fameux jeu post-sexisme et post-racisme où j'ai eu un shut up woman. Ouais. Donc, Je veux dire- donc dans le jeu, de manière roleplay, dans le jeu, on t'a dit shut up woman. Alors que, Alors que- dans les prémices du jeu, ça n'avait aucun sens de le dire. Le sexisme n'existe plus en 2000. Voilà, et le racisme n'existe plus alors que je suis en train de représenter le continent africain et j'ai eu des remarques monstrueuses. Ouais. Et donc, il y a des expériences très très différentes suivant que tu arrives en schtroumpfette ou que tu arrives en maquerelle. Ouais, Si, tout à fait. si on peut reprendre ces deux. Stéréotypes. Voilà. Euh, Quelqu'un et- demande si la personne est toujours vivante. La personne est... Alors oui. La oui, personne oui. a reçu des débriefs intéressants. La Ouais. légende dit que non. Ouais, ouais, il y a eu du débrief. Ouais. Il y a eu des débriefs. Il y a eu du débrief. Ouais. Je me permets, je vais quand même juste poser une question qui a été posée. Donc, Ouais, shoot. aucune de vous n'a commencé en étant la copine de, du coup. Parce que c'est quand même une situation assez fréquente. Non. Mais effectivement, c'est une situation qui est assez fréquente et moi je serais trop chaude qu'on invite quelqu'un qui a commencé en étant la copine d'eux parce que c'est un sujet passionnant. Et on a des noms. Et on a des noms. On a des noms. On va vous contacter. Néanmoins, si vous voulez venir parler de l'expérience de ce que c'est de commencer en étant la copine d'eux, envoyez-nous un mail. On vous invite. Envoyez votre CV. Non, mais c'est vrai, et il y a vraiment plein. Enfin, ici on représente 3 chemins Trois jours. différents et il y en a beaucoup plus. Je crois vraiment qu'il n'y en a pas non plus une infinité. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle entre nous, il y a quand même assez vite des scénarios qui se recoupent. Ouais, il y a des standards. Mais, ouais, pardon. mais en tout cas, on représente clairement pas toutes les expériences, c'est très clair, quoi. Et donc là, on est un peu enfin, on se présente nous-mêmes, mais dans l'émission, on va pouvoir inviter d'autres personnes, quoi. Et J'ai d'ailleurs, pas vu ce qu'il y avait écrit. il y avait écrit pourquoi l'humour. Mais je trouve d'ailleurs, on n'a pas passé beaucoup de temps sur Fougère. Fougère, trouve qu'on l'a passé suffisamment de temps. C'est-à-dire, je sais pas trop ce qu'il fallait dire de plus. C'était comment t'en es arrivé là, voilà. Bah, voilà. Oui, mais pourquoi toi ? Pourquoi toi ici aujourd'hui ? Parce que tu témoignes de ce cheminement récent, parce que
le sujet t'intéresse maintenant parce que tu as envie de raconter des bêtises avec nous. Voilà, Enfin, il y a- merci. En vrai, principalement, c'est pour ça on est très contents d'être là pour ça. Voilà. Non, je pense que pourquoi déjà les 3 trucs que tu viens de dire, ça marche pas mal. C'est ça. Un peu facile. Le fait que je fasse partie du projet Dimension Brumeuse parce que je vais être joueuse de l'actuel play, donc je suis déjà plus ou moins dans la zone. La zone hors jeu. La zone hors jeu. Incroyable. Et enfin, parce que par le biais du bateau et donc du talk show, du jeu de rôle et du GN, j'ai déjà un peu goûté à tout ça et ça m'a donné un petit goût de trop peu et l'envie de continuer à en discuter parce que j'ai trouvé à l'époque qu'on avait déjà abordé des trucs super intéressants, super importants pour le coup et que c'est cool de pouvoir continuer. Après, moi, je suis là en tant qu'interface majoritairement, c'est-à-dire que je vais faire le lien avec le public. Je me sens beaucoup moins légitime que vous. J'ai mis des guillemets. Ça compte pas. Je l'ai dit. Avec la gestuelle interdite. C'est ça. Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il est clair que je ne vais pas m'empêcher de réagir par moments et de dire des trucs sans doute parfois très intelligents, je n'en doute pas. Mais il y a aussi beaucoup de fois où je vais juste vous écouter parler parce que je suis super intéressée et que je veux voir aussi ce que disent les gens. Et voilà. Et je pense que par rapport au Love Boat, on a l'intention de beaucoup s'auto-plagier. Ouais, je crois que Oui, oh là là, carrément. Non, mais voilà, de manière, on part sur le premier paragraphe identique et puis on va dévier de façon totalement anarchique vers d'autres. Ça va être freestyle. Voilà, je pense aussi, ouais. Est-ce que... On m'insulte parce que j'ai utilisé le mot de légitimité. Ah bah ouais. C'est mérité. Merci d'insulter Fouche quand elle dit qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle l'est. C'est fatigant. Est-ce qu'on prendrait encore quelques questions du chat tant qu'on est sur la présentation et tout ça, avant de faire une petite pause et d'enchaîner sur la suite? Oh, une petite pause. Ouais, il n'y a pas de questions à placer avant? Alors si j'en ai une, mais déjà elle date d'un petit peu avant et je ne sais pas si ça ne va pas nous emmener un peu loin, mais je vais quand même la transmettre. Si tu veux la garder pour après la pause, au pire tu la donnes et on la fera. Voilà, Azure qui disait, mais du coup, comment définir ce qu'on a envie de faire d'autre que ces rôles répétitifs? Ouh, ouais, non, c'est J'avais vaste. prévenu. La réaction était à la hauteur de la question. Donc on va la garder. On va la garder parce que là j'ai dit vaste, mais on va encore me reprocher qu'il y a d'autres vastitudes, mais ouais. Bonne question. Je regarde juste s'il n'y en a pas d'autres. Quelqu'un d'autre dans le chat. Alors oui, Jigling Jujube qui dit je me demande si ça n'aurait pas une plus-value d'avoir quelqu'un d'autre dans le chat, comme ça on entend un peu plus Fouge. Or non, moi je suis venue justement en disant je vais m'occuper du chat, comme ça je peux dire des trucs quand ça me paraît judicieux. Mais sinon, je suis surtout là pour le chat. C'est-à-dire que si vous m'enlevez le chat, je m'en vais. Je parle que sur le chat. Donc, on dirait Sigourney Weaver dans Galaxy Quest. Je suis là pour répéter l'ordinateur. Non mais voilà, laissez-moi là, j'y suis bien, je parlerai. Vous ne tracassez pas pour moi, vraiment. Et puis, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toujours nous. C'est ça. L'intérêt est d'inviter des gens. Et peut-être qu'un jour, ce sera Fougère. On va peut-être inviter Fougère. Super méta. Alors, je connais quelqu'un qui s'appelle l'Arpenteuse que vous pourriez inviter, mais Fougère, il n'y a pas vraiment de... On arrangera logistiquement pour avoir Fougère et l'Arpenteuse dans la même pièce en même temps. Mais personne ne les a jamais vus. Tout à fait. Mais du coup, si tu on est confirmes bon. qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être faire une petite pause. Non, a priori... A priori, pour l'instant, on peut faire une pause et on va voir s'il y a des questions après. Ça va. Ok, du coup, on fait une petite pause et il y aura encore totalement moyen de poser des questions plus tard. Après, ou pas. Ce qu'elle vient de dire. Et sinon, on a de quoi parler encore pendant une... On a besoin d'une pause, je crois. Voilà. Ouais, à tout à l'heure. Il n'y a plus de chat. Le chat est parti. L'interface chat. L'interface. Oh, merci tout le monde. En attendant l'interface chat. On n'a pas de questions du coup. Si, j'ai une question. Attends, je l'ai notée. Normalement, ça voilà. Merci Fou, je le relance. L'interface est prête à tout. Saki qui dit, enfin Saki Jones, puisque je dois dire le nom complet. On cause aussi des filles qui se tirent dans les pattes parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas assez de place pour toutes. Cette belle question de la concurrence entre femmes. Gros sujet. Je pense qu'on devrait faire, à mon avis, une émission complète là-dessus. Saki, tu ne paies rien pour attendre, nous allons t'inviter. Pas de menaçant du tout.
du tout. J'arrive pas à me connecter. Mais oui, clairement, c'est une problématique parce que c'est comme ça qu'on est élevé. Et surtout, quand tu es la schtroumpfette et que tu as 99 schtroumpfs pour toi toute seule, tu as l'impression que s'il y a une deuxième schtroumpfette, eh ben, vous n'aurez plus que 50 schtroumpfs par personne. Enfin, il y en aura une qui en aura. Il y en aura une qui en a 49, tu vois. Ou on fait des demi-schtroumpfs. Mais donc clairement, il y a quelque chose de cette espèce de validation. Il faut être validé par un maximum d'hommes pour exister. Et tu n'existes que dans un désir masculin, dans un regard masculin. Tu n'existes que pour le male gaze. Ouais. Et que finalement, toute présence féminine est une attention qu'on te retire. Ouais. Et du coup, le regard féminin ne compte pas. Et ça, c'est un vrai boulot de le déconstruire. Et on a toutes les deux des anecdotes à ce sujet. Et ouais, je vais lancer la mienne. Bah oui, je crois que oui. Mais peut-être avant que tu lances la tienne, c'est vrai que quand tu dis il faut déconstruire ce regard, etc. Moi, je crois c'est peut-être un peu pointilleux, mais en fait, je crois que le regard féminin, dans un contexte très très patriarcal dans lequel j'en ai des schtroumpfettes, etc., en fait, le regard féminin n'a aussi pas de valeur. Parce que puisque les femmes qui sont là sont elles-mêmes des objets dans le regard des hommes, déjà nos regards ne se croisent pas et quand ils se croisent, l'autre joueuse ou l'autre femme n'a pas de pouvoir de te donner une place. Et il a fallu que des personnes arrivent à un endroit, enfin des personnes, je parle de femmes, qui arrivent à un endroit où leur regard avait du pouvoir, ou pouvait donner de la place ou offrir quelque chose, c'est aussi un moment où cette dynamique peut changer, quoi. Et c'est une grosse responsabilité quand tu es femme et orga, c'est de donner ce pouvoir aux joueuses d'exister. Ouais. Et qu'elles passent d'objet à sujet. Mais c'est une responsabilité de ouf en tant qu'orga, quoi. C'est une responsabilité de ouf en tant qu'orga, mais c'est hyper important. Alors, je ne dis pas que c'était un gros achievement en tant que tel, mais sur OT, on avait des chefs de faction. Ouais. Sur un médiéval Lofan, qui étaient des femmes, on avait un maximum. On avait une duchesse en lutte avec son père. On a essayé de faire en sorte, et même dans la première mouture, qui était beaucoup plus Medfan, on avait aussi un clergé féminin. On avait une religion. Mais parce que c'est compliqué, parce qu'il y a aussi tellement d'autocensure. Il y a tellement d'autocensure, c'est terrifiant. D'autocensure et un autre phénomène qu'on voit beaucoup, moi je trouve qui est pertinent d'être cité ici, c'est des fois aussi où du coup des gens se disent ce serait vraiment super bien d'avoir des femmes dans des rôles visibles, etc. et qui les catapultent comme ça, des nouvelles joueuses, chefs de faction, avec zéro soutien. Et time out, une personne qui en parlait personne les soutient. Potiche, Oui, non, c'est ça. Non, et, c'est vraiment, et en fait, c'est vicieux parce que quelque part, ça se présente comme une initiative qui est assez progressiste, en mode oui, ce serait vraiment bien qu'on ait une femme chef de faction. Sauf que time out, la meuf, elle est nouvelle, elle n'a pas de soutien, il n'y a personne qui fait du play to live derrière, il n'y a personne qui l'aide. Et moi, je connais plusieurs histoires comme ça, dont une que j'ai vécue, d'expériences comme ça qui se sont très très mal passées et qui ont finalement plutôt appris aux femmes à pas prendre ce genre de rôle parce qu'elles ont eu une expérience négative. Elles se sont dit, mais en fait non, moi j'ai pas les épaules pour être chef de faction, j'ai pas envie de faire ça, je me suis pas amusée. Et alors qu'elles n'ont pas les réseaux de soutien. Alors qu'elles ont juste reçu des dénis de jeu pendant tout un week-end, oui, ça t'apprend ta place, quoi. Bref, ça c'est un truc, si jamais vous êtes quelqu'un qui a une super bonne idée d'essayer de mettre ça en place, réfléchissez à mettre ça en place bien et pas juste pour catapulter une nouvelle joueuse dans une situation inconfortable, quoi. Et donc après, sur la concurrence, ouais, vas-y. Mais et en même temps, des fois quand j'écris des persos féminins, des fois je suis outrée de mes propres préjugés et clichés intériorisés. C'est pas forcément non plus. Non, bien sûr, c'est pas fait exprès du tout. Mais c'est ça l'intérêt d'avoir des espaces où des joueuses parlent de leurs expériences, c'est qu'on peut apporter des points de vue nouveaux. Et aussi des outils. Alors je me souviens du guide qu'on avait écrit avec Nadia, Saki et Cora sur le Healstone mais pas sexiste, c'est-à-dire qui te donne des guides sur comment écrire un personnage historique féminin qui soit pas justement juste une potiche. Comment aussi écrire des personnages. Il faut arrêter de penser qu'on écrit des personnages féminins, on écrit des personnages. Et si tu arrives à écrire des personnages, alors ton personnage féminin, il sera bon. Il sera cool, ce sera une vraie personne. Le féminisme et cette notion radicale comme quoi les femmes sont des vraies personnes. C'est ça, et pas forcément, voilà, le personnage féminin, c'est pas juste
un pronom changé sur un personnage masculin. Elles peuvent avoir aussi des dynamiques propres et des dynamiques intéressantes. Et ça, avoir de la diversité sur ton équipe de scénaristes, de créateurs, etc., bah, ça aide. Et demander de la relecture. C'est ça. Et si ton équipe, elle est faite que de mecs cis blancs et que tu dis mais j'aimerais bien impulser une dynamique, eh ben faut demander. Les gens sont contents. Hein, voilà, comme ça c'est fait. Ouais, c'est fait. Mais il fallait que ça tombe. Merci que ce soit tombé tout de suite, comme ça on n'est pas dans l'attente. C'est ça. J'en pouvais plus. Mais du coup, mine de rien, on s'écarte un peu de cette question de la concurrence et je crois que c'est quand même chouette de revenir dessus. Parce que je crois que c'est quelque chose que d'une manière ou d'une autre on a dû vivre, enfin on a vécu. Alors, mais parce qu'on l'a vécu parce qu'on l'a intériorisé. Ouais. Donc on s'est vécu en concurrence et on a vécu la concurrence dans le regard des autres. Donc on l'a forcément vécu parce qu'on est construite comme ça socialement. Ouais. On est construite en compétition. Et si je peux, cette fameuse anecdote... Vas-y, s'il te plaît, raconte-nous cette anecdote. Non, mais bon, pour du vrai, en fait. Enfin, c'est une vraie anecdote intéressante. Non, mais c'est une anecdote symptomatique dans ce qu'elle dit de terrifiant. C'est-à-dire que je suis en train de boire un verre avec une amie, avec quelques amis, et à un moment, dans une discussion GN, comme il n'y en a jamais entre GNistes, tu veux dire après quelques verres, chaque mois à la PN ou après chaque retour de GN, enfin bref, voilà, les GNistes parlent entre eux. Elle me dit, fâchée, de toute manière, des rôles de femmes intéressants en Belgique, il n'y en a pas, tu les trustes tous. Donc toi, Anne, donc moi, Anne, tu prends tous les rôles intéressants qui existent. J'occupais tellement de place dans les GN belges qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus de rôle intéressant de femmes. Alors pour moi, ça pose deux questions, c'est-à-dire que est-ce que le pool de rôles féminins est à ce point restreint qu'une seule personne peut tous les occuper et ce qui ne serait pas de ta faute pour le coup, c'est la faute du pool qui est trop petit. Et du coup, comment on fait qu'il y a un autre pool alors vous posez encore une autre question. Le manque d'imagination des orgas qui me cassent systématiquement dans ce rôle-là. Parce qu'ils ont, eux, un pool de 3 joueuses. Donc, comment est-ce qu'on augmente ce pool de 3 joueuses et la troisième question, qui est celle de comment ça se fait que sa concurrence, elle l'apercevait avec moi et pas avec les 200-300 mecs autour qui gueulent beaucoup plus fort que moi. Comment le fait que moi, j'existe lui fait plus d'ombre que 200 mecs. Et donc, pour moi, il y a dans cette remarque, j'ai un bois qui part en couille, c'est pas mal. Merci Muriel. C'est l'émotion. Non, c'est Muriel. C'est Muriel qui m'a fait ça laryngite. Alors, déjà, l'angite, la dernière fois, c'était moyen cool. Si on pouvait éviter la laryngite. Je vais faire mon petit possible. On va dire que c'est l'émotion. Mais la dernière fois, c'était le Covid, c'est pour ça qu'on a annulé. Et donc voilà, moi, il y a ces trois... ces 3 niveaux de lecture. Il y a ces 3 niveaux de lecture, il y a ces 3 questions implicites dans cette remarque. Et j'ai trouvé ça terrifiant. Et j'ai eu mal à mon amitié, parce que c'est toujours difficile, mais j'ai eu mal à mon féminisme de comment est-ce qu'on peut, en 2018, en être là, tu vois. Et c'est ça qui était terrifiant, c'est que... Enfin, j'étais désarmée face à cette question en me disant, mais il y a tellement de boulot encore pour déconstruire, pour dire, mais il y en a d'autres. Mais du coup, je connais la réponse à cette question, mais qu'est-ce que tu as fait avec cette question, avec cette situation? Comment tu as réagi? Comment tu as rebondi là-dessus? Alors, sur le coup, comme il y avait d'autres gens, je n'ai juste rien dit. Tu t'es dit, je vais arrêter d'occuper l'espace. Donc, sur le coup, j'ai rien dit. Mais oui, il y a cette tentation. Il y a cette tentation de dire... Comment est-ce qu'on disparaît? Je suis une menace pour mes amis. C'est ça. Et c'est une vraie angoisse. Où tu te dis, est-ce que je suis surprésente? Est-ce que c'est vraiment de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute? Si c'est de ma faute, je vais aller jouer ailleurs. Et je vais aller jouer dans des endroits où je n'existe pas. Et je vais tout faire pour ne pas exister, pas prendre la parole et prendre un minimum de place. Et je le dis encore aujourd'hui volontiers. Alors en France, c'est qu'à moitié, mais parce qu'il y a trop de transfuges. Mais en international, je n'existe pas. Et c'est très bien. Et je ne veux pas exister parce que je veux plus. C'est confortable pour toi, C'est confortable, il n'y a pas d'attente. Parce qu'en fait, la personne qui te dit « Ah, mais c'est trop cool d'avoir ces gros rôles », elle ne se rend pas compte que du coup, il y a des attentes, il y a des malaises par rapport à d'autres, et puis il y a des attentes. Moi, je n'ai pas envie qu'on ait des attentes.
J'ai envie d'aborder un rôle et de pouvoir me planter sans qu'on dise « Oh putain, Anne, elle a fait de la merde. Ouais. Oui, mais par rapport J'ai envie de passer à côté d'un rôle, j'ai envie de... Voilà. Et par rapport à cette situation-là en particulier, moi, la manière dont j'ai découvert cette anecdote, c'est que tu l'as postée sur un groupe non mixte. Et en fait, tu as partagé ton coup de gueule à d'autres femmes. Et en fait, ça a créé une conversation. Et c'est ça que j'ai trouvé super, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce moment de compétition, ce moment où tu as senti la crispation que ça a créé, qu'une autre femme te dise ça, tu as rejeté ça au milieu de toutes les femmes, en mode il faut qu'on gère ça. Il faut que ce soit un sujet, il faut que ce soit un sujet pas que pour moi, parce que moi je vais m'effacer, moi je vais prendre ça individuellement. Il faut que ça devienne un sujet collectif, et du coup c'est devenu un sujet collectif. Mais parce que c'est systémique. C'est une conséquence de problématiques qui sont systémiques. C'est pas une conséquence de moi, Anne, je respire dans la même pièce que telle autre personne. Ça c'est anecdotique, mais derrière il y a des vraies dynamiques. Et il y a des dynamiques de concurrence terrifiantes. Ouais. Et c'est pour ça que je le rejette pour dire qu'est-ce qu'on fout avec ça. Mais ma parano reste. Je veux dire, il y a juste avant le Covid, en février 2019, 2019 je confonds les années. Ça dépend. Non, mais il y a 2 années qui ont été très perturbantes. Il y a 2 années, dans ces temps obscurs et lointains. Mais la dernière fois que j'ai fait une retraite de GMiste en France avec des copains, j'ai conscientisé le temps de parole des autres femmes. Je suis encore en train de me surveiller pour dire est-ce que je parle à ce point-là plus que les autres? Est-ce que j'occupe à ce point-là plus l'espace? Je me surveille encore de ça. De me dire... et c'est peut-être vrai. Peut-être que si je suis là, c'est parce que je n'ai pas de problème à occuper de l'espace. Mais encore aujourd'hui, je me surveille. Mais oui, en même temps, je comprends. Et encore une fois, on peut tout à fait changer le regard en disant le problème, c'est pas que tu parles trop, le problème, c'est que 85% du reste du temps, c'est que des hommes qui parlent. Et que, le problème est beaucoup plus large que ça. Et ce que j'ai envie de souligner aussi par rapport à ton anecdote, c'est que pour surmonter la concurrence entre les autres femmes, avec les autres femmes, pour briser, pour essayer de faire quelque chose d'intéressant avec cette situation, tu as dû, à un moment donné, en parler, c'est-à-dire possiblement t'exposer à ce qu'on te dise « oui, tu prends trop de place ». Et en fait, ça demande un peu cette vulnérabilité de dire je vais admettre que ça arrive et que ça me rend vulnérable et que peut-être que c'est vraiment moi qui suis coupable. Mais parlons-en, parce que j'ai envie d'en parler. Si je pose une question, il faut être prêt à entendre les réponses. Ouais. Après, une fois que tu en prends conscience, il y a aussi la façon dont tu vas le faire. Moi, je me suis rendu compte sur les tables de jeux de rôle que je pouvais avoir tendance à prendre de la place. À partir du moment où je l'ai pris en compte, je me suis un peu astreinte à impliquer les autres, à les faire agir, etc. Pour, oui, je prends de la place, mais ça veut dire que je suis aussi active et que donc je peux embarquer les gens dans cette activité et leur permettre de prendre de la place. Donc mais moi, j'ai une anecdote qui va très fort dans ce sens-là. Et qui parle aussi un peu de compétition, etc. Mais c'est... Donc moi, j'ai vécu une expérience assez catastrophique à Avatar, une année où on m'a propulsée, catapultée chef de faction sans aucun soutien. Et c'était pas une année glorieuse. Je me souviens. Donc voilà, j'en gardais un assez mauvais souvenir. Puis j'ai un peu disparu faire d'autres GN pendant quelques années. Et puis je suis revenue faire PNJ une année. Et entre-temps, je m'étais beaucoup entraînée au combat et tout, donc je jouais un PNJ qui était une meuf qui se baladait seule, qui était combattante et qui était plutôt classe. Et du coup, je me rendais compte que je marquais les esprits, quoi. J'étais là, j'étais visible. Clairement, beaucoup de gens m'ont vue à ce GN-là et j'ai eu une visibilité assez forte. Et à la fin du jeu, donc on est time out, on fait le tour des bisous, genre de trucs. Et il y a un type, et je ne sais plus qui c'est, et si tu te reconnais, s'il te plaît, dénonce-toi, j'aimerais bien savoir, me souvenir. Mais un type, du coup, vient me voir et me dit « Oh Rachel, bravo, tu as rejoint le podium des meufs à qui on peut donner des rôles. » Et j'ai calé. Alors déjà, qui es-tu pour décider que ce podium existe, et qui es-tu pour me valider maintenant ? Et puis c'était Jean-Michel de la Conta. Tu te souviens pas de qui c'était parce que c'était Jean-Michel de la Conta. Est-ce qu'on peut reparler Jean-Michel, s'il vous plaît ? Non, mais voilà. C'était quelqu'un. C'était personne. C'était un joueur. Mais il se sentait le droit de te dire ça. Il se sentait le droit de me valider à ce moment-là. Et moi, du coup, j'ai entendu ça. Et non, l'anecdote est plus longue. Il m'a dit « Bravo Rachel, tu as rejoint le podium des meufs à qui on peut donner des rôles avec Anne,
et Florence. Genre, il a cité des noms en mode bravo, ces 3 quel personnes sont sur le podium, tu es officiellement numéro 3, quoi. Et moi, j'ai frisé. Il n'a pas dit, puis ça se trouve, c'était moi numéro 3. Il n'a pas dit l'ordre, mais il a dit il y avait quand même une genre de hiérarchie dans l'ordre dans lequel il a dit les mots. Et moi, j'ai frisé, et mon premier réflexe a été Merci. comment est-ce que je fuis? Comment est-ce que je descends de ce podium? C'est terrifiant. Comment est-ce que C'est qu'est-ce que je pars? Comment je pars? Et puis, après ce premier réflexe très animal de proie qui cherche à se casser, Ouais. je me suis dit, mais non, il faut pas partir. Déjà, il n'y a que 3 personnes sur ce podium, ça va pas du tout. Il n'y a que 3 meufs à qui on peut donner des rôles. C'est quoi ce délire? J'aime la question de, tu vois, est-ce qu'il y a un pool de joueuses aussi restreint? Comment ça se fait? Et puis, je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais pour pour faire en sorte que ce soit plus un podium, mais pour rester rester dans le pool des meufs à qui on donne des rôles, parce que j'aime bien qu'on me donne des rôles, je dis pas, mais faire en sorte que les autres aussi. Et donc comment est-ce que je fais pour utiliser cette position que manifestement quelqu'un me donne maintenant, pour faire en sorte que on soit pas que 3. Et je crois que ça m'a mis un gros coup de conscience, de dire ah ok, et bien maintenant que tu es là, tu vas plus juste pouvoir profiter de tes GN, tu vas devoir consciemment savoir que si tu es là, c'est parce que tu as telle place et que du coup tu as un rôle à jouer, à donner du rôle à d'autres gens. Et ça te fait rentrer dans un genre de matrix de genre maintenant tu joues plus juste en fait, t'es juste. Voilà, et il y a le moment où tu te barres. Oui, parce que c'est fatigant, parce que c'est une pression en fait. Et puis aussi, il y a le fait que c'est une prophétie autoréalisatrice. Oui, clairement. Donc plus tu es sur ce podium, plus tu vas y rester. Plus tu vas être visible, plus on va te donner des rôles intéressants, plus tu vas pouvoir faire tes preuves en ayant voilà, si on te donne des rôles intéressants, t'arrives, oh putain c'est Rachel, elle doit avoir un super rôle, les gens vont venir jouer avec toi. Ouais. Et du coup ils vont te donner du jeu. Et ils vont pas faire des dénis de jeu, pas comme au début. Au début on faisait plein de dénis de jeu. C'est ça, et donc on est dans une espèce de prophétie autoréalisatrice de manière que je peux pas mal jouer parce que tout le monde me plaît tout lift. Ouais. Donc forcément il y a un moment où ça ne veut plus rien dire. Enfin oui déjà. Et en fait, Vous me dites quand je vous pose les questions, hein, continuez. Oui, en fait, non, enfin, je sais pas. Oui, on pensait éventuellement faire une émission entière sur cette histoire de podium. Non, oui, c'est ça, mais vas-y, pose une question. Parce qu'il y a vraiment de la matière, je pense. Le problème, c'est que les questions qu'on a posées ici sont des questions qui méritent sans doute chacune son émission. Hein. Je vais poser la plus facile, qui est de Gilles _BE. Qui est-ce que ça la pourrait Gilles _BE. Une vraie question, chocolat chaud ou sangria dans le Verdun? Chocolat chaud, évidemment, c'est une tasse Paddington. Je suis sur le plateau. Et donc, comment on pourrait croire qu'il se passe autre chose que du chocolat chaud dans cette tasse? Ça me paraît important de préciser, donc chocolat chaud. Voilà, on avait déjà la question de j'allais dire Murder Hawk, mais c'est Azure Hawk. Pardon, c'est parce que je regarde beaucoup de catch. De tantôt, on a aussi la question donc, de Jiggling Jujube, qui est est-ce que vous pensez qu'on peut écrire un bon personnage de mère /femme /pute /maquerelle? Mais tellement, évidemment. Mais tellement. Moi, un de mes 3 persos préférés, c'était une mère. C'était une mère et une maquerelle. Elle n'était pas les 3, non. C'était la mère du harem Sonsat de Muriel. La mère sultane, c'était un personnage magnifique, mais elle avait des dynamiques propres, elle avait des intérêts, elle avait une personnalité. Mon pire perso, c'était aussi une mère, mais qui n'était définie que par ça. Et grosso modo, il y avait un copy-paste Wikipédia du monde dans lequel, du pays dans lequel on vivait, de la période historique, et le reste, c'était les mamans. Et j'ai passé les 4 premières heures de jeu à faire à bouffer. Oui, c'est ça, genre, tu es maman, donc tu t'inquiètes pour tes enfants et tu nourris tes enfants. C'est ça, et elle avait aucune personnalité, elle avait aucune époque, elle n'avait pas d'avis, sur rien, elle n'avait pas de vie, elle était... Politiquement, elle voulait que ses enfants survivent. Voilà. Mais je te jure, la caricature, il y a des gens dans cette pièce, par là-bas, à qui j'ai fait lire ce bac, et qui étaient sur ce jeu et qui en sont encore désolés pour moi. Enfin, s'ils m'écoutaient, ils en seraient encore désolés pour moi. Moi, je suis désolée pour toi. Mais c'est terrifiant. Ouais. Donc oui, il y a totalement moyen d'écrire carrément, le fait d'être mère n'induit pas de s'emmerder. Punchline, faites-en un t-shirt. J'ai des enfants, mais j'ai une vie aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Déjà, je suis là sans eux. C'est peut-être aberrant du fait que c'est important de le souligner, mais en fait, oui. Donc voilà, oui, il y a moyen d'écrire des personnages. Oui, carrément. Et aussi, il y a l'autre
Corollaire. Enfin, l'autre problème qui serait lié à ça, ce serait, ce que moi j'ai vécu pendant longtemps aussi, c'est que moi, je pouvais pas m'imaginer jouer une soigneuse du coup. C'était genre banni de mon jeu. Et le jour où une jeune joueuse que j'apprécie beaucoup, qui est une amie, etc., m'a dit avec enthousiasme « Oui, je vais dans tel maslarp et je vais jouer une soigneuse », et je l'ai vraiment regardée avec ce regard déçu en mode « T'es sérieuse ?» Et puis elle m'a regardée en mode « Ben ouais, j'ai envie de jouer une soigneuse ». Et je me suis dit Mais c'est ça. Désolée. Enfin, oui, évidemment, tu peux jouer une soigneuse. Enfin, oui, tu peux juste... C'est tellement... Et moi, j'ai tellement intériorisé ce truc de... Pour me faire respecter ou pour avoir le droit de jouer, j'ai dû jouer certains rôles, typiquement des combattantes, des meufs qui se faisaient respecter, tout ça. Et bien, du coup, moi j'oserais pas jouer une soigneuse, en fait, pour du vrai. Et du coup, j'ai une vraie admiration pour les meufs qui le font, parce qu'elles ont le droit, en fait. Enfin, aujourd'hui, je crois que j'y arriverais. Mais c'est vrai que pendant des années, je n'aurais pas osé. Et pareil, je veux dire, le jour où ma fille aînée est revenue en me disant « Ah, j'ai commencé ma première campagne de Donjons et Dragons », et elle me dit je joue une voleuse orque, un truc dans le genre. J'ai fait yes, tu vois. Elle me fait ouais, mais je savais que t'avais m'engueulé si je jouais un elfe, tu vois. Oui, mais c'est tellement triste. Hein. C'est vraiment tellement triste. Oui, c'est triste parce que, enfin, en plus, ça lui irait tellement bien de jouer elfe à ma grande. Oui. Mais voilà, merde. Ouais. Et ça me fait penser, c'est une discussion qu'on a eue. On perd sa crédibilité quand on joue ça. C'est terrifiant. Hein. Mais c'est pas qu'on, oui, on la perd, on la risque en tout cas. On la risque genre, en tout cas, si ouais. tu oses jouer ça, c'est que tu. Quand t'es sur le podium. Peut-être que tu la perds pas. Bah, je sais pas, mais moi je l'aurais peur aujourd'hui quand même. Enfin, genre, tu vois, et je sais que c'est peut-être pas un risque, mais je sais que moi-même je suis pas prête en fait. Non, moi aujourd'hui, je crois que je m'en fous, je crois. Ouais. Voilà. Je vais pas les tester, pas forcément, sauf s'il y a vraiment un rôle qui me tente, mais je crois que je m'en fous. Ouais. Bon, j'avoue, je m'en fous. Bah, ça dépend mais sur c'est quel cool. jeu. Bah, genre, typiquement sur des masses LARP où ton statut social time-out joue énormément sur ton type de roleplay et où du coup ton roleplay joue. Je trouve qu'en masse LARP, c'est un sujet qui moi me met toujours mal à l'aise. Je pourrais jouer soigneuse dans un autre jeu, tu vois. Mais, c'est vrai que je suis rencontrée en infirmière sur Wildust. Bah ouais. Enfin, moi j'étais infirmière chimiste, artificier, chimiste. Oui, vie mais classée, après, on a eu des Nicolas rapports Desrochers. compliqués. Oui, voilà. C'est une autre histoire. Tout ça, effectivement. Mais en fait, le truc, c'est que moi, quand tu me dis soigneuse, c'est vrai que, encore une fois, comme je suis pas forcément arrivée par le même angle que vous, tu me dis soigneuse et moi, je m'imagine, limite, voilà, avec une scie et du faux sang en train de faire « Oui, monsieur, on va me sortir de là !» Et ça m'amuse. Ouais. Parce que je pense pas forcément au fait de le cliché de la soigneuse. De ramener des etc. PV à ton copain hors jeu qui est sur le champ de bataille Oui, pendant lui que s'amuse, tu vois, et que toi t'es en Voilà. troisième ligne. Limite, elfe me poserait plus de problèmes que soigneuse. Ouais, moi je serais prête à jouer une elfe, je crois. Alors, Mais j'ai jamais fait, et je serais prête aujourd'hui parce que quand j'étais jeune, on me disait que j'avais une gueule d'elfe, du coup j'ai jamais joué elfe. mais alors moi j'ai envie de dire tellement chiche parce que je pense que le non-humain c'est le truc le plus difficile à jouer. En vrai, j'ai la flemme du make-up. Alors moi c'est pas le make-up, c'est le côté éternel, c'est comme du vampire, c'est si t'as 10 000 ans, mais qu'est-ce que tu fais de 3 jours? Comment tu interagis avec les gens qui sont tellement excités, qui ont tellement de trucs à faire, quand toi t'as 10 000 ans pour mettre tes plans en place. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait vachement de jouer elfe pour cette approche-là, pour ce rapport au temps. Ouais. Pas particulièrement pour les oreilles. Après, voilà. Ouais. Le fait qu'on parle de ça me fait penser me refait penser aux stéréotypes qu'on a à la fois des joueurs et des... Enfin, tu vois, si j'avais vu quelqu'un jouer un elfe comme ça m'aurait donné une autre représentation de ce que c'est un elfe en GN aussi, et j'aurais peut-être eu plus envie de jouer. Mais, on est sur les archétypes, les représentations médiatiques, les machins. Je veux dire, voilà, trouve des représentations médiatiques de femmes de plus de 40 ans. Mais justement, moi franchement, c'est un truc que j'ai envie de partager parce que c'est une vraie gratitude que j'ai en moi. Mais du coup, ce début de ma vie de GNiste, quand j'ai commencé à faire des masses LARP, etc., donc j'étais dans une position sociale qui était très fragile parce que j'étais la schtroumpfette de mon groupe, qu'il y a pas mal de gens, enfin voilà, j'étais la jeune première qui débarquait. Et je me souviens, moi j'étais le pot de fleurs de la commanderie, quoi. Putain. Genre moi on m'a dit, bienvenue à Avatar, J'ai dit des assieds-toi gros là. mots. Et on m'a dit, enfin, bienvenue Avatar, assieds-toi là. Et en fait, les gars, ils revenaient de leur mission, tout ça. Ils rentraient dans la commanderie et ils racontaient
ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'étais la personne qui était assise, qui était en mode oh waouh, c'est intéressant, machin, et qui posait des questions pour qu'ils puissent raconter leur truc. Et vraiment. Tu faisais déjà des interviews? Oui, mais j'étais le pot de fleurs, quoi, vraiment. Et de ma position de pot de fleurs, j'ai entendu parler et j'ai vu Mariana à Avatar. Mariana, c'était la commandeur de l'Iron Fist. Iron Fist était du coup une faction de flamands principalement, qui était en armure de place complète, qui était tout classe comme ça. Et leur commandeur, c'était une femme qui avait une 40aine d'années, je crois. Et vraiment, juste son existence. Et moi, j'étais dans cette commanderie de gens qui étaient quand même plutôt des gros machos à 2 balles, qui arrêtaient pas de faire des blagues de merde sur le string de Mariana. Et du coup, Mariana, c'était le sujet de conversation sexiste numéro 1, quoi. Mais malgré ça, genre moi, je me souviens de mon petit cœur de jeune géniste de 17 ans, je me suis vraiment dit, eh ben putain, elle existe et c'est trop la classe. Et genre, rien que ça a vraiment forgé mon imaginaire de, bah plus tard, je vais être comme elle. Mais c'est ça. Par rapport à se vivre en compétition, ouais. C'est se dire, est-ce que cette personne, elle n'est pas en train de me montrer que c'est possible de défricher des rôles casse-gueule, de prouver des trucs aux orgas, enfin voilà. Et c'est ça qui est insupportable, mais que tu avais compris à 17 ans, c'est est-ce qu'on ne peut pas juste s'inspirer plutôt qu'être en concurrence? Ouais. Alors c'est sans doute un vœu pieux, hein, bonjour le wokisme, mais j'ai quand même vraiment l'impression que ça arrive. Et je ne sais pas si on doit faire une pause maintenant. On doit refaire une pause. Je suis pas sûre qu'on va refaire une pause. Je pense qu'on est On plus va encore faire une pause. faire On est sur la fin. Je sais On pas. va J'étais en train de prendre une petite demander. demi-heure et puis- J'étais en train de demander à la technique et puis vous avez. Non, continuons. Parce que du coup, moi, ça me renvoie justement à cette jalousie que j'ai de votre génération. Moi, je suis très jalouse. Moi, il m'a fallu tellement d'années pour arriver à me poser ces questions. Tu vois, pour défaire cette misogynie intériorisée, pour ne pas trouver que c'était tellement cool d'être un des mecs et d'avoir un certain mépris pour ces filles qui performaient la féminité et me trouver tellement plus cool de refuser de le faire. Et oui, votre génération, elle fait ça, mais enfin, j'ai l'impression qu'elle le fait avec un naturel. Alors, j'ose espérer que c'est pas qu'en valeur absolue, je suis une grosse merde. Mais je pense qu'il y a Je crois pas que tu as failli à ta génération, Anne, genre vraiment. Mais c'est compliqué quand même. Hein. C'est se dire, putain, il m'a fallu tellement de temps pour en arriver là. Comment est-ce qu'à... Enfin, tu vois, je vois mes filles, comment est-ce qu'à 19 ans, elles envoient chier le monde entier et les représentations attendues. Et moi, je suis hyper jalouse de ta génération, presque de celle de Fougère. Pas tout à fait. Non, mais moi, je suis comme toi, par contre. Vous avez fait comment? Ben, on a eu vous. Enfin, tu vois, en vrai, moi, je suis là parce que Mariana a existé, tu vois. Enfin, et j'ai eu des... Enfin... T'attends à plus dire moi, quand même. Ben, non, mais pour du vrai, en vrai, tu vois. Moi enfin, je sais pas en quelle année tu as commencé Ni pute ni soigneuse, mais je sais que Ni pute ni soigneuse a été un moment qui a visibilisé plein de choses. Les prises de parole sur le groupe Outre-Terre, sur le fait que c'était pas cool de faire des commentaires, de c'est quoi l'oppression time-out dans un rôle, t'as fait plein de trucs qui étaient un peu l'éducation, mais qui étaient nouveaux en fait. Et je crois qui amenaient des sujets. Donc moi je crois qu'on bénéficie dans la communauté du GN énormément évidemment de ce qui se fait en dehors et le fait que la société change aussi plus largement. Mais elle change parce que des gens ont porté des trucs, quoi. Du coup, on boucle pourquoi nous? Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Oui, parce qu'à partir du moment où au moins ça a été dit, ça permet à d'autres personnes d'ouvrir les yeux et oui, mais pas forcément pourquoi nous, mais en tout cas il y a bien quelqu'un doit s'y coller et si quelqu'un doit s'y coller, pourquoi est-ce que moi je m'y collerais pas? Moi, c'est un peu ça. Ça implique en tout cas de faire taire cette voix qui dit si t'es là, c'est parce que toi, tu prends la place de quelqu'un d'autre ou tu parles trop, ce genre de choses. En fait, non, la légitimité, ça se conquiert. Ça se construit. Ça se construit. Mais ça fait pas taire cette voix-là. J'ai dit, moi, il y a 1 an et demi, j'étais... mais c'était pas... Tu peux. Non, c'est bon, reprenons. Mais parce que j'étais en train encore de guetter, il y a 1 an et demi, si je prenais plus d'espace de parole que les autres femmes dans la pièce, tu vois. Et je suis encore dans cette parano-là
de me dire... Mais est-ce que t'es... Oui, parce que... Ouais. Parce que j'ai l'impression quand même que t'es beaucoup en contact avec d'autres femmes qui font des trucs, etc., qui peut-être sont moins médiatiques que toi. Mais moi, je me rends compte, notamment avec Lève, je suis quand même beaucoup en contact avec d'autres génistes, etc. Et en fait, moi, je me pose moins ces questions. Enfin, genre, j'ai moins peur de ma légitimité parce que, en fait, je passe plein de temps à parler avec d'autres femmes et à espérer et à vouloir être un soutien dans le fait qu'il y ait plus de place et qu'il y ait plus de trucs. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça super cool aussi qu'on fasse cette émission-ci et qu'on se dise, en fait, on va inviter des gens, on va avoir des nouvelles conversations, des gens qui ne viendraient pas forcément parler, qu'on n'entendrait pas forcément. Clairement, ça me chauffe beaucoup plus que de me dire je vais m'écouter pendant 2 heures. Quoi. On est d'accord. Un des trucs qu'on a abordés que je trouve vraiment important, c'est quand on a parlé de l'idée d'inviter des gens qui ont arrêté le GN, des femmes qui ont arrêté le GN, parce que forcément on les voit pas, elles ne sont pas là, mais elles ont arrêté pour une raison, et c'est aussi en les faisant parler ici qu'on va permettre à d'autres gens. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de choses qui sont importantes. Quoi. À fond, et surtout aussi, je reviens sur c'est peut-être parfois ce sentiment qu'on peut avoir de prendre trop de place. Moi, je me sens hyper dépositaire d'histoires qui ne sont pas les miennes. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait, dans des espaces où j'ai entendu d'autres histoires, j'ai rencontré d'autres femmes raconter leurs expériences et je me sens vraiment profondément quelque part dépositaire de ça, ou en tout cas je sens ma légitimité, elle ne me vient pas de moi et de mon expérience, elle me vient du fait qu'en fait j'en ai 50 des personnes derrière qui ont vécu des trucs aussi, et que moi j'ai peut-être plus de facilité aussi à parler ou à me blinder, ce genre de choses, parce qu'en fait il y a des personnes qui parleront pas, parce que c'est hyper dangereux en fait de parler. Je crois que quand c'est pas dangereux, c'est compliqué. Oui, c'est ça, mais ce qui fait que nous on est là, c'est parce qu'en fait on n'a pas tant à perdre que ça, parce qu'on est déjà un peu, on est déjà là. Non, mais c'est ça, c'est moi je me dis. On est déjà les féminasgules de service, ça va choquer personne. C'est ça, non, mais et pas forcément. Enfin, moi je me sens pas forcément la féminasgule de service. Dites-moi si non, mais je peux pas savoir. Mais non, mais je veux dire, je crois qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup à perdre, que ce soit en termes de statut social ou de simplement. Quand tu parles de situations qui sont problématiques, être la personne qui met cette situation en évidence. Ça fait que la première personne qu'on va blâmer, c'est souvent toi, parce que quand tu es une victime de trucs, en fait, généralement, c'est toi la personne qui est faible dans le rapport de pouvoir. Non, mais puis c'est toi qui parles, donc c'est toi qui fais exister la chose dans l'espace commun bisounours. À partir du moment où tu parles, tu fais exister. Et on va te reprocher de faire exister cette chose-là. C'est terrifiant d'être cette personne-là. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de, quelque part, parler de situations... En généralisant, en faisant des grandes théories, en disant en fait il y a 3-4 personnes qui ont vécu ça, c'est déjà une manière de dire je donne du poids à ces histoires, mais en fait c'est pas la mienne. Moi il y a une manière en tout cas moi j'ai l'impression que je parle pas que pour moi. Enfin j'ai pas envie de parler que pour moi. Mais alors moi j'ai envie de te donner un exemple bête de ça. Un jour on m'a raconté une histoire d'agression hors jeu, mais lié à un contexte de jeu. Et j'ai fait un espèce de petit texte sur Niput, très vague. Tu veux pas être spécifique. Mais du coup, j'ai fait un texte un petit peu vague comme ça. Et puis je me suis dit, mais ça sert à rien en fait. Ce texte, il est vagouille, ça vient d'une page qui n'est personne. Alors moi, ça me rassure que Niput soit personne, hein. C'est confortable. On t'a grillé un peu, hein, quand même. Ah merde. Mais j'avais fait un test vagouille, tu vois, parce que c'était un pote qui était accusé. Et comme c'était un pote et que ce texte vagouille, il ne me satisfaisait pas, j'ai copié le lien du texte vagouille, je lui ai envoyé, je lui ai fait c'est toi que je parle. Et là, shitstorm monumental. J'étais celle qui avait ouvert sa gueule. Et c'était il y a des années, il y a eu énormément de rebondissements, etc. Mais il y a toujours des milieux dans lesquels je ne suis pas la bienvenue parce que je lui ai dit. Ça. Parce que j'ai dit à la femme qui est venue m'en parler, je te crois. Elle m'a dit, est-ce que je dois porter plainte? J'ai fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu décides de le faire,
ça va être un chemin de croix. 2, tu as peu de chances de gagner. Mais 3, je serai là. Mais du coup, dans l'esprit des gens, par rapport à cette très jeune fille, c'était moi le démiurge qui l'avait manipulée pour qu'elle aille salir la réputation de leurs potes, tu vois, de toujours. Et on est dans des milieux qui sont tellement... Et moi, je veux bien croire que ce gars, il n'est pas que ça. Oui, il ne s'agit pas de ça, mais il est aussi ça. Ouais. Et c'est très compliqué d'être celle qui parle. Bah, le coût de la visibilité de la parole, etc., c'est une grosse responsabilité un aussi. Coup. Et c'est un truc qui... Enfin, moi je trouve ça trop cool qu'il existe là depuis plusieurs années, genre depuis 2017 ou quoi, plein d'espaces, des espaces non mixtes, etc., où il y a une parole qui se construit. Mais le LARP Women Unite en 2017, en plein MeToo, c'était d'une violence. C'était un truc, oui. Mais en même temps, c'était hyper solidaire. Ah, mais c'était magique. Moi, ce truc, vraiment, genre, m'a transformée, quoi. Cette expérience était... Complètement, parce qu'il y avait une sororité, il y avait une solidarité. Quand l'une se faisait attaquer d'un côté, on allait voir. Et il y avait cette dynamique de groupe, de on te croit, et si ça sort, on sera là. Et c'est un petit peu la logique qui a été faite sur Candorian aussi. C'est-à-dire il y a eu une vraie levée de bouclier sur Candorian. Je rigole parce que genre l'idée que j'ai en tête maintenant, c'est genre du coup, si on se fait tracher parce qu'on parle trop, on compte sur vous. Carrément. Pour pas nous tracher, pour pas dire qu'on prend. Voilà, et vous êtes 5. Envoyez-nous. En fait, ils sont 13. Oh putain, vous avez fait de la pub. Mais en gros, voilà, il y a un coup à parler et c'est aussi dans une volonté de repousser ces frontières quelque part qu'on existe, quoi. Je me dis. Est-ce qu'on écouterait quelques questions ou des remarques ou... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, ils en ont rien. Si, alors ils ont arrêtent décroché pas de regarder la vraiment. mouette, mais je leur ai dit que c'était pas trop le moment de non, faire et puis la alors, mouette, là, honnêtement, on a essayé tout à l'heure pendant la pause. Je fais hyper mal la mouette, mais ça ressemble à une espèce de corbeau qui a une laryngite. Non, mais on va rendre la mouette... On s'entraîne. Je vais quand même vérifier que je n'avais pas noté une... Non, chocolat chaud sans On s'entraînera pour la mouette. Juste une remarque qui a été faite et qui m'a beaucoup fait rire, c'est Thiès Dibouès qui dit chocolat chaud dans le verre de Anne et sangria dans le verre de Rachel. On dirait le pitch d'une mauvaise série où 2 personnes inversent leur corps. Moi, je veux bien perdre 20 ans. Mais du coup, ouais, voilà. La compétition entre meufs, c'est nul. Ouais, c'est tout pourri. Et la preuve, on est 3, on ne s'est pas encore tapé. Pas encore. Et on s'est peu interrompu, je crois. Seulement de manière conviviale. Non, ça va, c'est vrai, en vrai ça va. Mais c'est ça aussi, il y a un truc dont on parlait un petit peu en construction de ça, c'est de dire, on a appris à avoir du coup une personnalité sociale qui utilise des codes très, genre il faut vraiment montrer que tu es à l'aise et prendre de la place, etc. Regarde, on est toutes en train de manspreader. Et du coup, de se dire aussi, mais on n'a pas envie d'être que ça et d'être forcé de faire que ça non plus. Dans la même dynamique que, en fait, j'ai envie de pouvoir jouer une soigneuse qui est niaise, si j'ai envie d'être une soigneuse qui est niaise, j'aimerais bien aussi pouvoir juste être quelqu'un calme, qui ne coupe pas la parole et qui n'a pas besoin de lutter pour ça. Donc ça, c'est un truc, je crois, enfin moi, je sais que c'est un truc sur lequel je travaille aussi, quoi. C'était frappant, la dernière fois qu'on a dîné. Donc, quand tout le monde est parti, tout d'un coup, on a toutes les deux perdu 30 décibels. Et on s'est relaxé et on a commencé à avoir une super conversation jusqu'à 4h du mat. J'étais maudit le lendemain. Mais à ce moment-là, on n'était plus en représentation. Et du coup, on a baissé les barrières, on a diminué... voilà, on n'était plus du tout dans le clash qui est amical, tu vois, qui est pas du tout un clash de compétition, mais qui est un petit peu une performance sociale. Oui, c'est ça. Qui est une persona sociale, en tout cas. Du coup, je crois qu'il y a quand même des couches différentes de compétition du coup, entre meufs, où il y a une compétition vraiment de statut social, d'être là en mode genre, si il y a 2 schtroumpfettes, ça réduit de moitié le nombre de schtroumpfs qui sont autour de moi, et donc ça réduit ma valeur, quelque part. Donc on peut avoir déconstruit cette couche de ma valeur ne diminue pas s'il y a une autre femme dans la pièce, mais il y a encore une couche de, ok, il peut y avoir une femme dans la pièce, mais je dois quand même être... plus drôle, plus... Il faut quand même que je me démarque d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je crois que dans beaucoup de groupes de GN, il y a un genre de seuil où il y a moyen d'avoir... genre, tu vois, il y a moyen d'avoir
2-3 meufs dans le groupe s'il y a une qui est hyper sportive, une qui est hyper féminine et une qui est hyper autre chose, On quoi. fait les Spice Girls. C'est ça, si on a chacune un rôle très très clair, Très précis, ouais. en fait, c'est bon, je me sens pas menacée parce qu'on est les Spice Girls, on a chacune une place. Mais c'est pas encore. Ça va tellement rester. En janvier, on met Mélanie B, mais chacune une couleur de cheveux différente. Non, mais c'est ça, et c'est génial en fait. Ouais, non, c'est Il n'y a cool. pas de compétition entre meufs si on n'est pas deux à avoir la même couleur de cheveux. Ouais. Ou la même morphologie, tu vois. Parce que la même t'imagines, si on a la même morphologie, la même couleur de cheveux et un peu le même type de caractère. On est tellement la même. Qu'est-ce que je suis du coup? Qui suis-je? Une courge? Dans quelle Non, mais c'est un étagère? truc de fou quoi. Et moi, pense j'ai pas. remarqué dans les groupes de GN, je crois vraiment qu'il y a un statut qui change à partir du moment où on est un tiers de meufs. Parce que à partir du moment, alors bon, dans un groupe de genre 30 personnes, ça fait genre 10 quoi, mais à partir du moment où on est plus que 2-3, à partir du moment où on est plus que 2-3, on est obligé d'avoir des rôles sociaux qui sont plus stéréotypés. On est obligé de devenir des vraies personnes qui ont des vraies différences, mais des vraies ressemblances aussi. Et il y a une vraie force à pouvoir être... Ah, qui ne sont plus. Pas qui sont plus stéréotypés. J'étais un peu... Non, qui ne sont plus, c'est ça. D'accord, j'étais un peu calée. Ouais, Il y a une vraie force à pouvoir être juste une meuf dans un groupe et pas genre la meuf quelque chose. Ouais. Et ça, on peut le faire à partir du moment où soit on est suffisamment à l'aise avec ça, soit au moment où on est plus... Où en fait, c'est plus possible de se démarquer en étant un stéréotype. Donc t'es obligé de devenir une vraie personne en fait. Et c'est un truc à assumer, et c'est pas facile. J'aime vachement cette vision-là, qu'on devient des vraies personnes que si on est suffisamment. Ouais. Cela dit, tu peux le devenir à deux. Tu peux le devenir à deux. Ah oui, tout à fait. Parce que là, tu n'as plus de public. Mais non, parce que y a quand même ce truc de genre, si t'es deux, tu seras genre les deux meufs. Tu vois, celles qui traînent ensemble. Non, mais enfin, tu vois. on va reprendre l'exemple de cette soirée qu'on a passée ensemble. Quand il n'y a plus personne, on est redevenus nous deux. Oui, mais du coup, il faut une non-mixité. Parce qu'à l'intérieur du groupe, dès qu'il y a... dès que tu as un public. Quand tu n'as plus de public, tu peux. Dès qu'il y a des hommes, en fait, soyons honnêtes. Ça recrée des tensions, etc. Ouais. Mais, on le gardera peut-être pour une prochaine fois, l'expérience du GN It's a Man's World, quand on l'a organisé, ça prouve que l'inverse est infiniment vrai aussi. Ah, mais je crois... Attends. C'est les hommes sont tellement dans la surperformance de la masculinité quand ils ont un public féminin, alors que quand ils n'en ont pas, ils vont se permettre d'adopter des codes, des fragilités, ils vont baisser leurs barrières de façon tellement différente que quand il y a des meufs présentes. Ouais. Avoir fait cette session en non-mixité, c'était la meilleure idée de ma vie pour comprendre ce que donnaient des dynamiques de mecs. Ouais. Quand toutes les femmes sont mortes, c'est le pitch du jeu, c'est le Mad About the Boy inversé. Et du coup, pendant 3 jours, ils n'ont vu personne. Ils n'ont pas vu une femme pendant 3 jours. Et ils ont été d'une générosité de jeu infinie, ils ont été touchants. Et pareil, quand il n'y a pas cette espèce de spectacle de lutte des genres, ils ont été incroyables. Ouais. Mais oui, je crois que c'est totalement... ça se fait totalement en miroir. Oui, les identités de genre sont des identités qui créent des stéréotypes, qui créent des crispations aussi, et de hiérarchie, quoi. Barline me demande, est-ce que c'est pas une question de transformer la schtroumpfette en représentation, la différence entre token et vraie personne? Ouais. Bah, tant que c'est une schtroumpfette, ça va être compliqué en fait. Tant qu'il y a ce déséquilibre-là, je crois que ça va être compliqué de ne pas être un token. Parce qu'on va te renvoyer le token si tu es 1 sur 100. Parce qu'elle a beau avoir le personnage le plus intéressant et le plus construit du monde, en fait, quand elle parle, c'est la meuf. Parce qu'il y en a qu'une, tu vois. Et vraiment, moi, je crois qu'il y a un seuil, alors c'est un seuil hyper arbitraire que j'ai placé de base de mon expérience de GN, mais je crois vraiment que quand on est 30% de meufs, il y a en fait, 30% de minorité. C'est-à-dire que, vraiment, c'est ma petite théorie, mais je la trouve vraiment pratique pour le GN, en tout cas. C'est-à-dire quand t'es moins de 30%, t'es une minorité et t'as un statut particulier de minorité. Donc quand tu prends la parole en tant que représentant de cette minorité. Et en fait, à partir du moment où il y a 30%, et ça peut être 30% de personnes non-binaires, 30% de personnes queer, 30% de personnes racisées, 30% de personnes handicapées, enfin plein de possibilités. Juste quand tu es moins de 30%, tu es vraiment tu risques d'être... Tu deviens une norme. Tu deviens une minorité, norme. C'est ça. Et à partir du moment où tu es 30%, en fait, tu es une part du groupe. Ouais. Tu parles en tant que je fais partie de ce groupe. Et du coup, tu as le droit d'être toi.
Oui, c'est ça. Tu n'es Et plus tu le peux porte-parole de la minorité. C'est ça, et tu peux encore être quelqu'un de casse-couille, d'extraverti ou de autre chose, mais tu parleras plus en tant qu'une minorité qui est... Non, tu seras genre toi qui, par ailleurs, a des caractéristiques. C'est ce qu'on reproche beaucoup, et c'est le reproche facile qui est fait aux féministes, c'est-à-dire que qui que ce soit qui dit quelque chose, dire oh, regardez ce que disent les féministes. Parce que tout d'un coup, et alors c'est quand même fou, c'est-à-dire que 50 et des % de la population est vécue comme une minorité, mais dire si elle prend la parole en tant que féministe, alors elle représente toutes les féministes et donc toutes les femmes. Et ça, c'est hyper chiant quand tu gères une page comme Nipix, tu te dis au nom de qui tu parles, quand ce n'est pas une page en nom propre. Alors c'est confortable, que ce ne soit pas en nom propre, mais au nom de qui tu parles. Et est-ce que tu es en train de faire le token, tu vois et ce n'est pas toujours simple, en fait, de trouver cet équilibre, notamment sur les réseaux sociaux où tu parles dans ce grand vide. Ce grand vide habité par toutes sortes de créatures étranges qui te veulent du bien. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens de dire que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des gens qui nous veulent du bien. Des amis qui vous veulent du bien. Là, globalement, à part que quelqu'un a dit que tu allais tomber du podium des mouettes, les gens nous veulent du bien. Ça devait arriver. Je suis vachement plus... Les gens commencent à partir et nous dire bonne nuit. Hein. Bah oui, mais moi, je pense qu'on peut dire bonne nuit aussi. Bonne nuit, les gens. On a le droit? On a le droit de dire bonne nuit? Moi, je trouve qu'on est arrivé au bout du sujet. Je pense qu'on a dit des trucs. Pas rentrer dans de nouveaux trucs qui mériteront de nouvelles émissions, en fait. Ouais. C'est ça, je pense qu'il y a... On a déjà brassé pas mal. Il reste des trucs à dire, je pense. Oui. Je pense qu'on n'aura pas fait le tour en une émission. On va faire une deuxième place aux joueuses. On a quand même encore quelques petits trucs à dire. On a les mêmes trolls, bien. c'est inquiétant. On verra dans un an où on en sera. Ouais, ou pas. Mais du coup, Fougère, le mot de la fin? Oula, en tant qu'interface. Déjà, merci à tous d'avoir été aussi actifs. C'était vachement cool. C'était compliqué de suivre tout le monde, mais c'était vachement cool. Et janvier. Janvier? À janvier. Janvier. Oh, moi aussi, je vous... Janvier. Oui, c'est trop bien. Le pouvoir des trois de l'hiver. Un petit côté Sailor Moon du pauvre. Pardon. Sailor Moon du pauvre, mon Dieu.